Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Good Morning Sénégal. Je sais, vous n'êtes pas encore remis de Pape Faye la semaine dernière, mais aujourd'hui, on a également un invité de qualité, Khalil, et aussi l'inspecteur du Sénégal. Aujourd'hui, donc, Demba Seydi, qui va vous dire comment il faut être droit ici quand vous êtes en entreprise, ici, là, quand vous voulez investir au Sénégal. Et comme chronique, on aura Adama, la beauté, qui va vous apprendre comment faire un smoky eyes, et aussi Kiné, le coach Kiné, qui va nous apprendre encore aujourd'hui comment vraiment bien être dans son couple immobilier, cuisine. C'est tout de suite. Bienvenue, Al-Hassan. Bonjour, Kumba. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Merci d'être là avec nous. Merci, c'est un plaisir. Tu vas jouer le rôle du rédacteur en chef. Ben oui, ça me fera plaisir, ouais. Et tu es prêt? Accompagné de ces belles dames, bien sûr. Oh, attends, redis, je fais grand plan ici. Redis. Accompagné de ces belles dames, je veux bien sûr. Noëlla, ah mais ça fait plaisir, Noëlla. Bienvenue. Bienvenue. Alors Noëlla, tu vas nous présenter le Flash Info aujourd'hui? Aujourd'hui, Kumba, on va parler de Diary Sow, Joe Biden et le gendarme. Très bien, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce Flash Information, le tout présenté en bref. Tout d'abord, nous commençons par l'affaire de la brillante étudiante Diary Sow, fait signe de vie. La piste de la fuite confirmée par les enquêteurs français. Le gendarme disparu dans le puits de Gadiaga, finalement décédé. La liste des morts s'allonge au niveau du site gazier de Gadiaga, Noto Guy Diamant. En effet, un gendarme est tombé dans un bassin de rétention d'eau construit pour se ravitailler dans le cadre de l'extension du puits de gaz qui avait pris feu. Boubacar Seye a passé sa première nuit en prison, après avoir bénéficié d'un retour de paquet la veille. Lundi, Boubacar Seye, le président Horizon Sans Frontières, a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Le SAMSUCUSEM en grève. Les syndicats des enseignants réclament leur salaire et indemnité d'examen non payés depuis juillet dernier. Destination vers les États-Unis. Journée d'investiture, 46e président Joe Biden, sans la présence de Trump. Dans un contexte de grande tension liée aux violences de Capitole et à la démission du ministre par intérim de la sécurité intérieure des États-Unis, la cérémonie d'investiture de Joe Biden s'annonce dans un climat très tendu. Merci d'avoir suivi ce Flash Info de Good Morning Sénégal. Kumba, c'est à vous. Un petit mot, Alassane, avec le Flash Info? Oui, juste me pencher un peu sur la situation de Diary Sow qui a suscité beaucoup de débats. Mais notons que, alhamdoulilah, vu qu'il a été retrouvé, bon, d'après les informations, elle est saine et sauve. Mais bon, nous allons un peu encore se pencher vers les États-Unis, qui est aujourd'hui, qui va passer, Joe Biden va être 46e président des États-Unis. Et sans la présence de Trump? Oui, sans la présence de Trump, une chose historique. Parce que depuis 1869, si je ne m'abuse, ça sera la première fois qu'un ancien président refuse d'assister à la passation de service du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Et c'est que c'est grave, en fait, c'est très grave et c'est super exagéré. Donc on connaît Trump vraiment pour ses frasques sur les réseaux sociaux. Twitter, je n'en parle même pas. Maintenant, il est interdit d'accès même sur les réseaux sociaux. On a carrément fermé son compte. Oui, ça, et donc là, c'est même pas du fair play, en fait, de donner justement la place à Joe Biden. Oui. Il l'a même accusé d'avoir volé sa Maison-Blanche. Effectivement. Donc d'abord, même au mois des élections, il a annoncé sa défaite dans la mesure où il a dit que les élections ont été volées. Donc du coup, c'est la première fois qu'aux États-Unis qu'on entend ce genre d'histoire. Mais bon, pour ceux qui connaissent Donald Trump, c'est pas nouveau chez lui. Voilà, c'est vraiment pas nouveau. Ouais. Noëlla, oui. Merci pour ton Flash Info. Merci. Bon, Alassane, bon, toi, on te voit grand, comme ça, carré, comme ça, là. Mais nous, on va faire le sport. Séance de fitness, c'est tout de suite. Bonjour, je suis le coach Léon Tcharagankinge et préparateur
physique que je suis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programme de full body. En premièrement, nous allons faire un échauffement à la corde à sauter, puis vont suivre du burpees et ses variantes. Nous allons faire des fentes et les variantes et terminer par les abdominaux et les variantes. Et dans tout ça, nous allons essayer de le faire entre 15 à 30 minutes. Entre 15 et 30 minutes. But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back the time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. Le gras, on a fait chaud, chaud et chaud. On a fait en début, on a fait un étirement, on a fait 3 choses. On va faire les burpees avec des variantes, on a fait des fentes et des variantes, on a terminé les gainages et les abdominaux. On remercie la maison RMS, la maison mère, là où je travaille, là où je bosse, je suis coach Léon, comme je vous ai dit, bien 15. Et on remercie Time for Africa de nous avoir permis de présenter tout cela. Mon coach Abdelkhar, lui, c'est mon ténor, il est à RMS. Il y a encore d'autres de coachs qui sont là. Venez chez nous, on va travailler comme ici. On va faire. Remercions aussi mon grand caméraman, Mort et son ami, mon frère Lopez. On y va pour la revue de presse. L'Observateur, les partis politiques en danger, les 3 énormes conséquences du partage de données personnelles, ce que pensent PASTEF, REWI, AFP.
Banjou, la nouvelle piste de danse des fêtards sénégalais. Comment les night parties ont été délocalisées pour contourner les mesures de restriction. Là, par contre, je ne comprends pas. Bon, vous savez, c'est un peu compliqué avec la politique sénégalaise. Hein. Quand on dit que les partis politiques sont en danger, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas que je suis apolitique, et puis nous, personne n'est apolitique au Sénégal. Mais d'après ce qu'on voit, moi, je suis pour ceux qui pensent que Macky a tué tout ce qui est opposant au Sénégal. Aïe, toi, gâte pas le président de la République, ouais. Ben oui. Oui, parce qu'actuellement, c'est mon opinion personnelle, hein, pour dire vrai. Le Soleil, la loi élargie, entrée en vigueur d'un 3e régime juridique, la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Le gouvernement est invité à veiller à l'exécution stricte des dispositions valables, 1 mois renouvelable. Les mesures barrières mises à rude épreuve à Yakhar. J'ai bien prononcé le Wolof, c'était bon? Yakhar. Oui ou non? Oui, c'est bon. Ah. Noëlla, dis-lui que c'est bon mon Wolof. Ah, c'est bon, t'as bien prononcé. L'entrée en vigueur du 3e régime juridique. L'AS, le Sénégal, 2e en Afrique de l'Ouest. Bon. Qu'est-ce que tu en penses? Et on voit en gros Joe Biden d'ailleurs. Joe Biden, oui. En Afrique de l'Ouest, c'est 2e. Ben, je pense qu'on va continuer à respecter les mesures barrières. Et puis, peut-être remporter la première place, on ne sait pas. Tribune. Tribune, là, ce sont nos deux tontons. Hein. Tribune, suspicion autour de l'audit du fichier électoral. Wade cherche le virus chez Macky Sall. Le PDS exclut les experts étrangers. Les libéraux réclament la présence de l'opposition significative. Libération, la plainte de Sonko classée sans suite. Voilà. Espérons qu'il y aura des suites, on ne sait pas. Et toi, tu es pour Sonko, apparemment, parce que tu étais à flinguer, là, le président. Hein? Non, en fait, je ne suis pas pour Sonko, je ne suis pas pour Macky Sall. Tu es pour aucun parti, en fait? Si, j'ai un parti, mais je vais préférer garder ça pour moi, en fait. Secret? Ouais. D'accord, c'est ton droit. Ouais. Ensuite, quotidien, nouvelle loi sur l'état d'urgence. Macky crée et impose son droit. Le jeu trouble du palais, quand le professeur Zouanke tirait la sonnette d'alarme. Coronavirus, le couvre-feu empire la situation. Alors, je ne sais pas si le couvre-feu est une bonne chose ou non aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que personne ne respecte le couvre-feu. Hein. Bon, c'est un peu contradictoire. Vous allez c'est mondial, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu contradictoire dans la mesure où on est en couvre-feu, mais de jour en jour, il y a des cas qui sont morts. Donc, est-ce que c'est la meilleure façon de combattre le coronavirus? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies à employer pour essayer d'éradiquer un peu, soit de diminuer un peu le taux de contamination? Peut-être l'État doit revoir aussi sa façon de voir la façon de combattre le coronavirus. C'est vrai qu'il faut l'adapter parce qu'on est quand même, là c'est le continent africain, ouais. L'Europe c'est totalement différent. Ce qui veut dire que lorsqu'on impose un couvre-feu en Europe, il faut savoir que les conditions de vie sont totalement différentes. Ouais. L'évidence, alors, promulgation de la loi spéciale Covid-19. Enfin, les pleins pouvoirs pour l'exécutif. Sous-nous-lambe, bagarre mystique, technique, staff, force. Bagarre mystique. Non. Donc moi je pense que le corona a tué la lutte sénégalaise, hein, pour dire vrai. Parce qu'il n'y a plus de combat apparemment. Stade, retrouvailles explosives, Juve-Naples. Tu aimes le sport? Bon, j'aime le sport, oui, mais je ne suis pas tout à fait du football. J'aime bien regarder, mais je préfère le basketball, quoi. Ah, moi aussi j'adore le basket. J'ai fait 5 ans de basket à Manouchian, à Paris. J'adore le basket. Je ne suis pas trop foot. Les loulous, est-ce que ça vous dit de passer à la rubrique suivante? Et c'est une belle jeune fille qui va nous apprendre comment on fait le smokey eyes. C'est notre amie Adama. Ça vous dit? Oui, allons-y, bien sûr. C'est parti pour la beauté avec Adama. Adama, bienvenue aujourd'hui. Merci Kumba. Ça va? Oui, très très bien. Tu as devant toi Al-Hassan. Bonjour Al-Hassan. Bonjour Adama. Ça va? Bien, merci. Et cette semaine? Ça s'est bien passé. Alhamdulillah. Et tout à l'heure, elle a bien complémenté, il a dit les femmes, jolies femmes. On dit merci. Ah, merci beaucoup Al-Hassan, c'est très gentil. Si on veut encore entendre ça, on dit encore merci. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Alors, après ton Smoke Eyes de la semaine dernière, les téléspectateurs, non téléspectatrices, je dirais, nous ont demandé des conseils pour bien réussir son Smoke Eyes. On va d'abord regarder l'élément, après on revient sur le plateau pour commenter.
C'est tout de suite. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je reviens ici pour vous présenter un maquillage de nuit. J'ai choisi de faire un smokey eyes. Alors le début, c'est le même principe. Il s'agit de brosser les sourcils vers le haut. Ensuite, de les tracer avec un crayon marron. Pour la délimitation, on utilise un concealer plus clair pour les paupières et plus foncé pour le haut du sourcil. Ensuite, je mets le concealer partout sur la paupière et j'estompe bien. J'applique du fard à paupières de couleur orange, ensuite de couleur rouge, que je mets sur le creux de l'œil et j'estompe bien. En maquillage, il faut toujours bien estomper pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et pour faire l'effet smokey eyes, je mets aussi du fard à paupières noires. Ensuite, je mets un peu de glitter noir et je lui pose les cils. Après avoir fini avec les yeux, je nettoie le visage. J'applique une base et un fond de teint de son incarnation. Ensuite, j'applique un anti-cerne sous les yeux ou un concealer plus clair pour cacher les cernes. J'en applique aussi sur le nez, le front et le menton, car ce sont des zones de lumière. Puis je mets de la poudre et un peu de fard à joues et aussi de l'highlighter. Pour les lèvres, je mets du rouge à lèvres qui va bien avec le smokey eyes. Et pour finir, je lui mets un crayon noir sous les yeux. Alors voilà Kumba, le smokey eyes en fait ce look charbonneux et glamour qui met en valeur vos yeux. En fait c'est une dégradée de couleurs. Il suffit juste de bien choisir ses couleurs. J'ai cru comprendre déjà que le smoke c'était juste pour le noir, mais là on a constaté qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc quelles sont les teintes avec lesquelles on peut jouer justement sur le smokey eyes? On peut jouer avec toutes les couleurs. Il faut choisir soit des couleurs pastel ou couleurs chaudes. Il faut juste en choisir 3 pour avoir un joli dégradé. Alors, bien sûr, commencer par la couleur la plus claire pour finir avec la couleur la plus foncée.
Et c'est pas mieux de prendre juste des couleurs chaudes ou froides d'après toi? Moi, je pense qu'un smokey eye se voit bien avec des couleurs beaucoup plus chaudes. D'ailleurs, j'ai même essayé aujourd'hui, je sais pas si on... Gros plan. Gros plan, ouais. Tu as vu? J'ai fait Maintenant, Mara, après le gros plan de Kumba, est-ce que vous voyez du smoky? Oui. Non, aujourd'hui, je pense que c'est... Si, j'ai mis du foncé ici et j'ai fait un peu de clair. Ça ne se voit pas trop. Mais c'est pourquoi Par je dis... contre, mais toi, tu n'es pas technologie 4K. C'est ça alors. Ça, c'est technologie 4K. C'est pour ça. Ou bien? Non, d'accord. On Je te donne ne raison. demande pas à Alassane son opinion sur le maquillage. Non, je ne tirais Parce pas énormément de qu'à voir confort, là. les yeux d'Alassane qui tournent de tous les côtés, on voit tout de suite qu'il ne s'y connaît Je pas n'y du tout. comprends absolument Bon, rien. Smokey Eyes, elle va te donner une petite explication brève, rapide. Donc, Qu'est-ce que c'est le Smokey Eyes pour les le hommes? Smokey Eyes, Alassane, en fait, c'est ce look charbonne. C'est-à-dire qu'on utilise en général 3 couleurs pour faire un dégradé. Il faut qu'il y ait du noir pour donner cet effet charbonne sur les yeux. Donc, tant qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de smoke eyes. Non, non, il faut du noir pour donner cet effet smoky. Moi, pourtant, j'ai mis, mais elle a dit j'ai pas mis, donc moi, je ne sais pas. Je pense que toi, tu as mis du eyeliner aujourd'hui. Non, j'ai fait Smokey Eyes. Ah, d'accord. Ah, Alors, j'ai- aujourd'hui, Ah. comment a fait Smokey Eyes? Vraiment. Elle m'a contrariée, mais c'est pas grave. Pas exactement, c'est plus un maquillage qu'on utilise pour la nuit. C'est un maquillage de nuit. Bon, en fait, bon, même pour la journée. Oui, même pour la journée aussi. En fait, après, ça dépend aussi du fard qu'on utilise. Par exemple, pour la journée, on peut choisir d'utiliser du farage mat. Si c'est pour la nuit, on peut rajouter du glitter, c'est-à-dire le fard avec les pailletés brillants. Et c'est bon, je vais vous taquiner, mais ça prend combien de temps pour faire tout ça? Pas beaucoup de temps, peut-être. Tu as le temps de prendre le quart. Tu as le temps d'aller jusqu'à Matam. Revenir, on a fait un œil. Oh. Alhamdulillah. Le maquillage est très long. Ouais. On va passer à la rubrique suivante. Alors, c'est un invité qui a joué dans pas mal de séries. Il s'appelle Khalil. Oui, d'accord, c'est vrai, il est aussi séduisant, il est charmant, métis caliente. C'est tout de suite. Je vous l'ai promis, et bien entendu, à Good Morning Sénégal, on tient parole. Nous avons sur le plateau Khalil. Bienvenue Khalil sur le plateau de Good Morning Sénégal. Bonjour Kumba. C'est un réel plaisir, honnêtement. Et bon, comme je disais tout à l'heure, bon, bah, j'ai fait la promesse. Khalil, il est beau, hein? C'est vrai. Oui. Vous êtes aussi belle. Merci. C'est quel métissage? Libanais, Oui. capverdien, Oui. du côté de mon père, et puis tout couleur Paul du côté de ma mère. Ah, c'est ça. Tout Voilà. couleur, tout couleur, hey, hey. Alassane, Khalil, Alassane. Je vais très bien. Plaisir partagé en tout cas. Je vais juste emprunter la parole de Madame Kumba. Oui. Bienvenue dans Good Morning Sénégal. Merci à vous. Et puis j'ai vu que vous avez joué dans pas mal de séries. Oui. Peut-être vous avez une façon personnelle de vous présenter à nos téléspectateurs. Je vous laisse la parole. Et j'ai joué dans pas mal de séries, c'est vrai, mais bon, disons que j'ai eu beaucoup de séries où j'ai juste fait quelques apparitions au départ. Je n'étais pas encore rodé. Mais pour dire la vérité, ça fait 2 ans maximum que je suis dedans. D'accord. Donc en 2 ans, j'en ai fait pas mal. Oui, j'ai vu. Donc il y a Ouais. Renaissance, Dérapage, Renaissance, tout à Golden, fait. Pod et Marichou. Mhm. Il y a aussi C'est la vie Dakar et Laure Nikina. Lors de Ninkinaka, Voilà. le dernier. Dakar, c'est un peu spécial. Je l'ai fait avec des Ivoiriens qui étaient venus pour une période de 3-4 mois. C'est en fait un concours qu'on fait. C'est en fait toutes les régions, enfin tous les pays. Et chaque pays, le nom de la série porte le nom en fait de la capitale. Très Donc bien. Bamako, ce sera, Mali, ce sera Bamako, Abidjan, Côte d'Ivoire, ce sera Abidjan, ainsi de suite. Et chacun, en fait, on leur a donné un thème. C'était assez intéressant parce que celui-là, le thème, c'était sur l'immigration clandestine, D'accord. en bateau et tout ça. Très bien. Et là, j'ai joué un rôle un peu spécial et différent de tous les rôles que j'ai l'habitude de jouer. Là, j'étais le passeur. Le passeur. C'est intéressant. C'était intéressant. Alors bon, c'est vrai que par rapport à l'actualité, donc là il y a le Covid-19 quand même qui est installé depuis plusieurs mois. Oui. Alors est-ce que c'est pas aussi un frein pour les comédiens? Écoutez, tout a arrêté depuis. Hein. Ça fait, on devait reprendre depuis 2 semaines, depuis le 15, là, dernier. On n'a pas repris depuis parce que, pas seulement le Covid, mais le couvre-feu qui fait que, vous savez, les journées de tournage, elles sont très longues. Oui.
Donc si après, chaque fois, on doit s'arrêter un peu plus tôt et retourner, ça casse beaucoup. Donc pour l'instant, on est en instance. Et donc, est-ce que vous avez une alternative par rapport au Covid? C'est vrai qu'après, maintenant, on essaie de se diriger par d'autres secteurs. Tout à fait. Mais je sais que, bon, là, vous avez dit que ça fait 2 ans, et en 2 ans, vous avez fait pas mal de choses, donc je sais que vous aimez beaucoup la comédie. Donc, quels sont réellement vos projets ou alternatives pour 2021 en prenant compte, justement, le Covid-19? Là, on a ouvert avec un ami à moi une maison d'édition sur tout ce qui est œuvres africaines, tous les bouquins africains et tout ça. Donc on a d'où l'ordonnée Kinanka. Donc on va essayer de faire la promotion de tous les bouquins africains, de la culture et tout. En même temps, on va, en fait, dans cette maison d'édition, on va aider les jeunes écrivains. On va former beaucoup d'étudiants à comment écrire, comment se comporter devant un public, comment mieux parler. Les aider à préparer leur livre pour devenir un scénario et en faire une série ou un film. En même temps, il y a des événements tels que il y a un festival qu'on prépare pour cette année. On verra. D'accord, moi j'aimerais juste venir. Vous savez, aujourd'hui c'est un milieu où beaucoup de jeunes ont tendance à venir se réfugier. Est-ce, surtout les filles, c'est un milieu où beaucoup de filles, où les filles sont favorisées, ou bien c'est un monde aujourd'hui où beaucoup de jeunes ont tendance à venir se réfugier par rapport au chômage qui est un peu noté au Sénégal? J'appellerai pas ça un refuge. Non. Pour moi, c'est comme je vous ai dit auparavant, c'est un métier. C'est comme tous les métiers. Maintenant, il y a les gens qui le valorisent moins que d'autres, d'où mal payé, mais pour moi c'est un métier comme tous les métiers. Donc j'ai remarqué en fait depuis que je suis rentré en 2016 que beaucoup de jeunes se créent eux-mêmes, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le digital, que ce soit dans beaucoup d'autres métiers qui avant n'existaient pas, parce que ces jeunes n'attendent plus en fait rien de parenthèse du gouvernement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que maintenant, donc, je sous-entends que vous sous-entendez que l'art ne nourrit pas son homme en fait? L'art ne nourrit pas. Ne nourrit pas. Non. Et est-ce maintenant, est acteur qui le veut? Ça aussi, c'est une grande question que se pose. Très bonne question d'ailleurs. Moi, je n'étais pas acteur, je suis devenu acteur. Mais je pense que j'étais un peu acteur dans l'âme depuis très longtemps. Et il n'est pas acteur qui veut être acteur. D'accord. Ça, c'est une vérité. Parce qu'on voit tout le temps, on voit des belles filles, mais on les prend, j'ai l'impression, parce qu'elles sont belles. Voilà. À l'écran, dans les émissions, on le voit sur les autres chaînes, c'est pas la chaîne TF1, mais on le voit sur les autres chaînes où on prend n'importe qui en réalité, sous prétexte que c'est une belle femme, ou sous prétexte que c'est un bel homme. Ou alors c'est le neveu de tel, le cousin de tel, la tante, le grand-père de tel. Quoi, voilà. Je pense que c'est pas valoriser justement l'art. Et c'est dommage parce qu'il y a des bons comédiens. Quand j'ai regardé vos passages, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est lui ou c'est un jeu? Tellement que vous jouez bien. Donc effectivement, là, vous l'avez dans l'âme, mais c'est pas tout le monde. Voilà. Donc voilà. Là, déjà, il y a un gros travail à faire. Ouais, maintenant, peut-être ça sera la dernière question. C'est juste le monde artistique et le monde professionnel. Est-ce que ça cohabite ensemble? Difficilement. J'ai été obligé de démissionner quand j'ai vraiment... En fait, au départ, comme j'avais pas beaucoup de rôles et j'avais pas beaucoup de passages, en fait, donc je pouvais combiner les deux. Mais à un moment ou à un autre, il faudra faire un choix. À un moment ou à un autre, il faut faire un choix. Maintenant, pour moi, en tant qu'acteur, si franchement, parce que, je veux dire, c'est pas un métier où on paye mensuellement. C'est pas un bulletin de salaire que tu reçois. C'est ton travail qui fait que, par exemple, que vous êtes payé, que ce soit dans la pub, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que juste voix que l'on donne. Mais il faut toujours avoir un petit truc à côté, que ce soit un business, une boutique, une maison d'édition ou n'importe quoi. Il faut toujours faire quelque chose. Mais on ne peut pas vivre de son métier de comédien? Vivre de son métier en tant que tel, quand on vient de démarrer, il y en a qui sont dedans depuis 15 ans et qui jusqu'à présent n'arrivent pas à vivre de leur métier. Effectivement. Ils n'arrivent pas à créer, en fait, comment dire. Pour moi, personnellement, il faut toujours être différent, d'une façon ou d'une autre. Il faut être un peu différent, ce qui te départage, en fait, de... Il faut vraiment se démarquer si on veut avoir on peut grimper facilement, comme on peut... Il y en a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par exemple, on peut jouer dans la même série, avoir le même type de visibilité ou avoir la même notoriété et ne pas être payé de la même façon.
D'accord. Ah, donc, en fait, en gros, on est payé selon sa Selon notoriété en réalité. Selon sa notoriété. Et en jouant la même chose, en ayant le même rôle. Et la façon dont vous gérez votre contrat. Beaucoup de jeunes, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de jeunes sont pressés de rentrer dans le milieu de la... Le succès. Ah oui, et ils le Le font succès. gratuit. Le Ça succès. n'aide pas, ça n'aide pas les Et ils le font professionnels. gratuitement. Mhm. C'est pas bon. Ouais. Il y a un règlement. Il y a vraiment des chartes écrites qu'il faut respecter. Et en fait, si vous donnez le bâton, après vous arrangez personne parce qu'il y en a qui vont démarrer avec 5 000 francs pour une journée entière. Non, c'est pas Il y en a possible. qui vont faire 15 000. Là, je sors vraiment les chiffres, les gars, pardonnez-moi. D'accord. Non, mais là, c'est grave 25 000 ça. Je savais et, pas, 5 000 francs et 15 000 francs. Non, c'est vraiment les débuts quand on est juste pressé de sortir à la télé. Et il faut que vous sachiez un truc. La célébrité, c'est pas aussi bon que ça. C'est pas à tout prix, quoi. Voilà, quoi. Donc, il faut vraiment bien se préparer, bien se former, avoir une bonne allocution et beaucoup écouter. Le milieu de cinéma, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de regard et beaucoup d'apprentissage. Le cinéma d'aujourd'hui et d'hier, quel est votre point de vue par rapport à cela? Parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait Dara Code qui était là, mais aussi il y a beaucoup de maisons de production. En tant qu'acteur, vous qui êtes dans le milieu pendant des années, comment est-ce que vous appréhendez cette situation maintenant? Pour moi, le cinéma n'a pas changé. Pour moi, on a évolué selon la technologie, selon le jeu d'acting, je trouve même que on a tout pour faire de belles choses parce qu'on a déjà toute la technologie, les montages et tout ça. Avant, les acteurs, ils n'avaient rien de tout ça. Et pourtant, ils faisaient ils faisaient de belles choses. Donc pour moi, c'est juste la technologie en plus. Les acteurs, moi aujourd'hui, je peux me reporter à un autre acteur d'avant, comme Lamine, qui avait une allocution parfaite, ainsi de suite, un jeu d'acteur magnifique. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est il faut que les maisons de production respectent un peu plus le métier et soient beaucoup plus organisées par rapport à... Parce qu'on est parti, le Sénégal est sur une bonne tendance. Donc, pour moi, le cinéma sénégalais représente aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, personnellement. Et donc, la barre est haute, donc il faut juste donner et arriver à ça. Il n'y a pas beaucoup de production. Il y a beaucoup de productions, mais très peu sérieuses. Oui. Ça veut dire que, bon, là, on connaît, bon, personnellement, Guelongal, Marodi, bon, ça c'est... Pour moi, ce sont les tops, les best vraiment du Sénégal. Mais maintenant, le problème, exactement, mais le problème, c'est qu'il y a trop, justement, de production. Tout le monde se dit production. J'ai un smartphone, n'est-ce pas, j'ai un smartphone, j'ai une lampe torche, excusez-moi, mais je suis producteur. Donc tout le monde se dit producteur aujourd'hui, et c'est ça le problème aussi de comédien. C'est-à-dire après on prend n'importe qui, on fait n'importe quoi, et ça même discrédite le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Vous savez, aux États-Unis, même il y a des jeunes dans la rue qui font de la production, mais ils le font bien. Non, les États-Unis, ça c'est vraiment la vision, quoi. Les États-Unis, eux, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. J'avais vu sur Google, c'était des jeunes Américains qui avaient pris tous leurs smartphones, mais des Apple, et ils ont tourné des séries complètes avec les Apple. J'étais bluffée, j'y croyais même pas. Et donc là, vraiment, ce sont des gens quand même très calés, qui connaissent vraiment leur métier, même avec un smartphone. Mais Apple, là, c'est Apple, c'est vraiment des hauts niveaux. Là, en fait, c'était une sorte de challenge. Ils ont prouvé qu'avec des smartphones, on pouvait travailler, mais ils ne vont pas en faire leur métier. C'était vraiment dans la rigolade. Juste pour le fun. Voilà, juste pour le fun. Mais ici, c'est pas le fun. Ici, ils vont déclarer leur société, on est producteur, et ça va faire des sites internet, etc. Mais je trouve que c'est exagéré parce qu'après, ça gâte les vrais producteurs en fait. Ouais. On s'en sort pas en réalité. On s'en sort pas. C'est vrai, c'est vrai. Elle a raison. Mais ça a tendance à changer maintenant. Mais c'est juste pour dire, hein, franchement, c'est pour ne pas être mauvaise langue. Oui. C'est pas parce qu'on est Marodi ou parce qu'on est Event Pro ou qu'on est meilleur qu'un petit jeune de quartier. Je trouve que, par exemple, moi, je suis tombé sur des jeunes talents, bien organisés, propres, avec un petit appareil. Ils vous font de très belles choses. Vous allez prendre une grande maison de production qui va faire, qui a tout le matos, qui a tous les talents qu'il faut, mais vraiment tous les jeunes talents, et qui va vous faire de n'importe quoi. Là, par contre, Khalil, je vous rejoins. Pourquoi? Là, vraiment, je parle en connaissance de cause et parce qu'on le vit actuellement. J'ai parlé de Marodi parce que Marodi, quand même, ils sont très présents.
Ils ont beaucoup de vues sur YouTube, voilà. Je dirais que c'est un exemple à suivre, mais pas forcément ma référence. On soit d'accord, hein. Maintenant, je te rejoins, mais entièrement. Pourquoi? Effectivement, là, on est en train de tourner nos émissions, on est en train de travailler. On a lancé des séries et des émissions. Je vous jure que mes caméramans, Mohamed, Mor, Mar, Prince, sont juste excellents et ils démarrent aujourd'hui. Donc, si vous allez sur YouTube, sur Time for Africa TV, vous allez voir vous-même de quoi je parle. Moi, je mousse personne. On connaît le tempérament de Kumba. Je suis un peu piment aussi. Ça, je crois que c'est le sang de Poulard. Et donc, je suis très objective. Je suis très exigeante avec mon travail. Et je vous assure qu'ils ont démarré juste avec nous. Et ils sont juste excellents. Juste excellents. Donc, c'est pourquoi, Khalil, je vous rejoins mais entièrement. C'est pas parce qu'on a un grand nom voilà, et qu'on a tout le matériel que ça veut dire qu'on est les premiers. Moi, c'est pas ma référence. J'ai juste dit que ils sont quand même devant au Sénégal, c'est pas ma référence. Oui, ça. Et bien sûr qu'on va les bouffer. Désolé, pardon. Ah, bien sûr, on part sur le chemin. Moi, je suis là. Bien. Sénégalais, Sénégalaise. Marodi. Tu as démarré comme nous. Avec petit matériel ici, là. Petite lampe, la torche, là. Mais ensuite, tu as eu le matériel, tu as tout eu, tu as eu investisseur. Nous aussi, Inch'Allah, la belle amine, on aura. Mais Marodi, ce que tu n'as pas ici, tout de suite, ici, là, tu n'as pas Prince, tu n'as pas Mor, tu n'as pas Mar, et tu n'as pas mon petit Mohamed, là, de Mauritanie. C'est pourquoi je dis, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, on sera. Je ne dis pas que je vais t'écraser, c'est pas joli, quoi, mais on sera aussi, Inch'Allah, au même niveau. Nous aussi, on aura 3 millions de vues, 3 millions d'abonnés sur YouTube, ou bien, Khalil. Inch'Allah. Khalil, on va même te prendre dans notre série Ataya Café. Ataya Café. Yes. Tiens, non? Merci, on Khalil. A un petit café, bi. Dernière question, Alassane, avant de laisser Khalil. Juste l'encourager parce que le cinéma sénégalais commence à porter le bas beaucoup plus haut, dans la mesure où à plus, il n'y a que des séries sénégalaises maintenant qui sont juste le problème. Ils sont obligés d'aller voir des traducteurs pour traduire ce qu'ils disaient en Wolof. Et cela aussi n'est pas un handicap. Et que le Sénégalais, en tant que jeune qui évolue dans le secteur du cinéma, doit tenir en compte. C'est-à-dire la langue française. Écoutez, moi, cette question, on me l'a posée plusieurs fois. Pour moi, ce n'est pas une question. Pour moi, personnellement, le Sénégalais doit se dire que la langue française, elle n'appartient pas aux Français. La langue anglaise n'appartient pas aux Américains ni aux Anglais. Le monde, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut parler juste aux Sénégalais, on peut se cantonner au Wolof, ou au Poulard, ou au Diola. Moi, je suis Sénégalais pur sang. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, dégg Wolof bu pire, di ko làkk bu baax. Comprends nga léegi man li may wax mooy éducation dafa baax ci nit. Tey dara dàkkul nga taxaw ak kilifa wala ak beneen nit. Wala ak belen nga làkk ko tubaab bu set wecc wala nga làkk ko anglais bu set wecc pas parce que da nga ko bëgg jaay dara mais parce que dafa bokk ci jàng parce que di nga xam ni noonu moo lay permettre yow nga mun a échanger ak kooku su nu bëggee def théâtre yemale ko ci Sénégal da nga ko def ci wolof. Moi, le seul conseil que j'ai à donner aux acteurs, aux comédiens ou à tout corps, c'est que il faut apprendre, il faut s'éduquer. Oui, il faut s'ouvrir. Il faut si vraiment tu es un acteur qui ne parle que Wolof, tu te limiteras au Sénégal. Si tu veux maintenant aller au-delà des frontières, parle la langue d'au-delà des frontières. Ne parle pas la langue de ton pays. Parce que là, tu ne parles pas. Tu parleras qu'aux gens de chez toi. Donc, faire des séries en français, pour moi, n'est pas une honte. On est 16 millions de Sénégalais, 15 millions de Sénégalais. L'éducation n'est pas une honte. Parler français, ce n'est pas une honte. Donc, il faut faire ça pour aller au-delà. Sinon, après, on devient limité. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne peuvent plus aller plus loin parce qu'ils se sont limités à ça. Et si tu veux parler au monde entier, lors de Ninkinanka, par exemple, pour moi, je donne un exemple. Lors de Ninkinanka, on aurait pu le faire en Wolof. On l'a fait en français. Les gens disent qu'on l'a fait en français parce que c'est sorti sur A+. Non. Moi, personnellement, je veux pousser les gens à aller au-delà de leurs limites. C'est-à-dire ne pas avoir honte de dire ce qu'ils ont à dire dans toutes les langues. Et de faire vendre le Sénégal, parce que c'est la culture qui fait vendre un pays. Ce n'est pas l'or,
c'est pas le diamant, c'est pas le gouvernement, c'est pas la politique, c'est la culture. Exactement. Ça a toujours été la culture, c'est rien d'autre. Donc, il faut qu'on puisse vendre le Sénégal à travers la culture, à travers les chants, le cinéma, la musique, et même la politique, whatever, et même les belles choses. On a un beau pays, on a de belles personnes, on a des talents incroyables dans ce pays. Donc il faut y croire, même si c'est dërëm la fi nga bëgg yàgg di nga fa yàgg su dee da nga wut bi du livre yi ngay téye di kóoru tatatata wut bi mooy déglu ak xool comprendre pour man loolu la. donc xool. Merci Khalil. Merci à vous. C'est vraiment un plaisir que tu sois avec nous. J'espère que tu vas revenir nous voir sur le plateau de Gourmand Channel. Oui. Et bien entendu, j'espère que vous avez bien entendu et enregistré les conversations ici. Hein. Il a promis qu'il allait être à Ataya Café, n'est-ce pas? Obligé. Combien de saisons? Attends, je écris. Combien de saisons? Il y a combien de saisons déjà? On va faire 10. Combien vous allez me payer? Là, un cachet de combien? Tu n'avais pas dit 5 000 et 15 000 tout à l'heure? J'ai entendu 5 000, 15 000. Mais tu valides? Je valide. Alhamdulillah. Merci Khalil. Donc on va passer, si vous le voulez bien, à la prochaine rubrique. Khalil, on se dit à très vite. Très vite. Merci, c'était Merci à tout le monde. Merci Khalil. Et aussi pour tes précieux conseils. Je parle beaucoup. Hein. Non, c'était juste excellent. C'était vraiment excellent. Merci à vous en tout cas. Merci. Okay. J'ai essayé, les téléspectateurs de Good Morning Sénégal, de faire danser Alassane, mais malheureusement, il a dit « Sénégalaise, je ne danse pas, ouais !» Mais voilà, on a pu voir un petit peu le clip. C'était intéressant. Donc, je ne le connaissais pas, Sidi Diop. Choco, merci d'avoir un peu mis l'ambiance sur ce plateau de Good Morning Sénégal. Alors, on accueille Madame Kiné qui va nous parler justement de son sujet du jour. Kiné, bienvenue. Merci Koumba. Tu sais que je t'adore, hein? Tu sais Merci, pourquoi? Oui. Le bleu. Tu as vu ça? Oui. Cette connexion-là, hein? Oui. Moi, j'adore. Mais tu sais, à chaque fois que tu t'habilles en rouge, je suis en rouge. Ouais, bleu. J'ai remarqué. Tu sais, lorsque tu es arrivée sur le plateau, tu as Kadia qui est mon bébé assistante là, qui dit Madame, Kiné, elle est en bleu comme toi aujourd'hui. Hein. Et la semaine dernière, c'était la même couleur rouge. Hein. Donc voilà, mais c'est bien. C'est la connexion. Ah oui, ça Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi nous sommes connectés. Et on est un peu italienne ici. Hein. Alors tu as Alassane. Alassane, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Ça va bien. Ça va. Et cette journée, ça se passe bien? Oui, ça va. Ça s'annonce bien, donc ça va quoi. J'espère que ça va continuer ici. D'accord. Ouais, moi, franchement, j'apprécie Alassane. J'apprécie. Même s'il n'a pas fait tchoko, j'apprécie Alassane. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Comment trouver la bonne personne, Koumba? Très bien. Et voilà, donc je vais te poser d'abord une question, Koumba. Oui. Koumba, est-ce que tu penses vraiment que la personne parfaite existe? L'homme parfait, je veux dire. Non, du tout. Non. D'accord. Non. Alassane, est-ce que tu penses que la femme parfaite existe? La femme parfaite? Oui. Alors ça, non. Non, mais non, en fait, il n'existe pas de personne parfaite. Entièrement d'accord Chaque avec vous. individu sur Terre a forcément des défauts. Donc, je ne dis pas que des défauts, mais... voilà, il y a des défauts, quoi. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous deux. Donc, bien qu'on ne peut pas avoir la personne parfaite, je vais donner quelques conseils pour au moins trouver comment ça s'appelle encore, la bonne personne. D'accord? Voilà. Et la première astuce que je vais donner, je veux dire, c'est surtout, parfois, Koumba, par exemple, si on sort d'une relation, c'est clair que, parfois, Koumba, si par exemple on sort d'une relation, c'est clair que parfois il y a des, comme on dit, il y a des bagages émotionnels, je veux dire, contraints. Et ce qui fait que si on a, je ne sais pas, devant la bonne personne parfois, parfois on remarque même ses qualités. On ne remarque pas ses qualités, je veux dire, parce qu'il y a des bagages émotionnels contraints par rapport aux autres relations. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est surtout corriger, je veux dire, soigner ses blessures, c'est important. Voilà, parce que parfois on dit non, je ne connais pas une déception, je n'ai jamais eu de déception, mais le plus pro des séducteurs, ou bien je veux dire la femme la plus séductrice, je veux dire, voilà, c'est ça, ou bien la femme la plus fatale, c'est clair qu'elle a connu des déceptions, voilà, à chaque fois.
Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est surtout corriger, je veux dire, ces blessures pour pouvoir maintenant entamer une relation vraiment saine. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil que tu Voilà, donnes, c'est déjà de faire le tri, de vraiment tourner la page pour donner chance, disons, à la prochaine personne. Surtout ça, voilà. Et la deuxième conseil, je veux dire, que je vais donner, c'est surtout par rapport à la personnalité de la personne. Voilà. Donc, surtout par rapport aux femmes, parfois il y a des femmes qui mettent en avant surtout, je veux dire, le côté, les atouts physiques. Voilà. Il faut mettre en avant la personnalité. Parce que, tu sais quoi, l'aspect physique pour attirer la personne, mais ce qui retient surtout la personne, c'est la personnalité de la personne. C'est ça qui retient. Et surtout aussi pour les hommes, c'est qu'il faut, il faut pas tout le temps, je veux dire, tenir compte de belles paroles, voilà, en nouveau look, tout ça. Il faut avoir des actions par rapport à ça. Il faut montrer à l'autre que vraiment tu peux apporter un surplus, je veux dire, dans sa vie. Il faut avoir des projets pour pouvoir vraiment montrer à l'autre que voilà, cet homme-là, c'est clair qu'il va m'apporter quelque chose dans ma vie. Donc ça aussi, il faut vraiment penser à ça. Donc, l'autre côté aussi, c'est surtout par rapport à l'aspect, je veux dire, c'est toujours côté personnalité, c'est surtout ne pas tout le temps faire focus sur tout ce qui est, je veux dire, l'aspect physique de la personne, ne pas tout le temps faire référence sur tout ce qui est, je veux dire, la stabilité surtout financière de la personne, parce que ça pose problème. Il faut savoir d'abord connaître les qualités de la personne et maintenant, s'il y a une stabilité, je veux dire, financière, ça c'est un bonus. C'est un plus, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un bonus. Mais il ne faut pas tout le temps te dire, non, tu sais, moi, ce que je veux, c'est avoir un homme qui est voilà, stable financièrement. Ou bien, moi, ce que je veux, avoir une femme qui est bien bâtie comme ça. Donc, il faut d'abord regarder les qualités. Il faut vraiment être sérieux voilà, dans c'est son ça. choix. Et après, voilà. Et après, maintenant, on peut regarder tout ce qui est stabilité financière, tout ce qui est, voilà, avoir de belles formes, tout ça. Donc, à chaque fois, parce que l'erreur qu'on fait toujours, c'est ça. À chaque fois, on a des critères par rapport à ça. On se dit, voilà, je veux un homme comme ça, un homme qui me soutient, un homme qui me truc. Mais le problème est que je ne vais pas dire que tous les hommes qui sont vraiment stables financièrement ont des soucis. Mais le problème est que parfois, ça pose problème. Parce que l'homme même sait très bien pourquoi tu es là. Ben, donc, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Mais est-ce que c'est utile d'avoir une liste? Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est pas vraiment, je dirais même handicapant, d'avoir une liste de critères? Je veux un homme riche, grand, les yeux verts, un petit point de grain de beauté ici, les cheveux un peu de... C'est vraiment exagéré. Je ne trouve pas que c'est exagéré. Voilà, on a trop parfois une liste vraiment... Très bien. Là, il y a trop d'infos, il y a trop d'options, on dirait qu'on va faire les courses, quoi. Ouais, on dirait qu'on recherche la personne parfaite, surtout. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, c'est ça le problème. Donc, à chaque fois, il faut faire focus sur ça, surtout insister sur les qualités d'abord. C'est clair que c'est bien d'avoir une stabilité financière, c'est bien, mais c'est clair que même si on est vraiment avec l'homme le plus riche du monde, c'est clair que si ça ne va pas à l'intérieur, tu ne vas pas te profiter. Que tu rencontres un homme riche, tu vas être forcément heureuse. Très bien. Voilà, donc ça, il faut revoir ça de ce côté-là. Et voilà, donc pour aussi les critères, comme je t'avais dit la fois passée, parfois aussi on a ce souci, voilà, on se dit, moi ce que je veux, c'est une femme comme ça, une femme pour... Parce que moi j'ai... C'était un des candidats de l'émission. Voilà, tu as vu. Courrier du cœur, l'émission Courrier du cœur. Voilà, tu as vu, parce que moi j'ai eu à travailler dans une agence matrimoniale et c'est ça. À chaque fois, il y a des critères, quoi. Je dis, voilà, bon, moi je veux une femme comme ça, une femme comme ça, un homme comme ça, un homme comme ça. Et après, on voit qu'il n'y a que des problèmes. Voilà, donc le souci, ce n'est pas les critères. Donc c'est peut-être une erreur au niveau des choix, alors tu ne penses pas? Oui, de ce côté-là aussi, on peut dire que c'est de ce côté-là. Mais aussi parfois, je peux dire par exemple, bon, je peux accepter ceci. Tu peux dire par exemple, moi je veux, je peux dire un homme, je ne sais pas qui est bon, de teint clair ou bien teint truc. Mais si ce n'est pas, par exemple, quelque chose, un choix, parce qu'il y a des choix qui sont secondaires et il y a des choix qui sont, je veux dire, principaux. Par exemple, si ce n'est pas secondaire, c'est pas un problème. Mais si c'est secondaire, c'est clair que ça va poser problème. Tu comprends? Mais voilà. On dirait qu'on parle de viande. Choix primaire, choix secondaire. On dirait qu'on parle de steak haché, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, à chaque fois, il faut... Mais c'est pas joli, quoi. Voilà, c'est pas joli. Il faut que ce soit naturel. Merci. Bon, on a tous un goût, c'est vrai. On a tous un goût particulier. Merci. Par exemple, hein, tu peux aimer, je ne sais pas, les hommes clairs de peau, je peux aimer les hommes noirs, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on va avoir ça, en fait, au final. Surtout ça. Je trouve qu'il ne faut pas se mettre des barrières, ça sert à rien. Surtout ça.
Et de l'autre côté aussi, moi, je vais parler aux femmes aussi. Les femmes, parfois aussi, elles se mettent de la pression. Je te dis, j'ai une copine voilà, qui est mariée, j'ai une copine qui a déjà, je veux dire, des enfants. Moi aussi, voilà, je dois être en couple, tout ça. Et là, quand tu es avec quelqu'un, vous venez de débuter, là, tu lui mets la pression, je veux que tu me maries. Est-ce que... Voilà, non, par contre, voilà. Là, il faut vraiment que les femmes fassent attention. Et parfois même, même chez les hommes aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas... En fait, le mariage se fera seul. Le mariage se fera, Inch'Allah. Si c'est lui, c'est lui. C'est Dieu qui donne les mariages, c'est Dieu qui donne les enfants. Maintenant, je trouve qu'il faut laisser vraiment le choix. Il faut que ce soit fluide. Mais vous savez comment nous vivons dans une société tellement où la pression sociale, elle est énorme dans tous les sens. C'est ça. Chez une fille, par exemple, qui a ses amis qui se sont déjà trouvés des époux, elle, contrairement, elle pense que parce qu'elle a des défauts, c'est pour ça. Alors que chaque chose a son temps. C'est vrai, chaque chose Moi, je me dis qu'il n'y a pas la bonne personne, ça n'existe pas, mais il y a une personne idéale. Exactement, idéal. La personne idéale existe, mais pas la bonne personne. Tout le monde a ses, comme vous l'avez dit, tout le monde a sa façon a ses critères. Mais par contre, il ne faut pas qu'on... Moi, je ne vis pas ma vie selon vous. Vous avez votre chance, vous avez votre avenir. Exactement. Vous avez ce que vous avez destiné. Par contre, il y a ces filles, une fois avec une de leurs copines qui s'est mariée, une autre encore, automatiquement, elle aussi, elle veut se marier. Du coup, elle n'attend même pas de voir la personne idéale. Bravo, exactement. C'est vrai. Tout ça, c'est à cause de la pression sociale que l'on met à la fille. Donc, c'est vraiment quelque chose que les familles sénégalaises devraient arrêter. Voilà, c'est ça. Et c'est pas bon d'imposer le mariage, comme la cousine, elle est mariée. Et ça, c'est souvent chez les tantes, j'ai remarqué. Regarde, hein, tu me fais honte. Ta cousine, l'autre, elle est mariée et pas toi. Vraiment, tu me fais mal. Mais ça, c'est pas bon. Non, c'est vrai. Parce qu'après, la personne, elle se marie et c'est divorce dans 2 ans. Surtout ça. C'est ça, en fait, il ne faut pas l'imposer. J'ai une question pour toi, Kiné. Donc, quels sont les signes évidents qui prouvent que ce n'est pas la bonne personne? Je dirais les 3 plus gros signes évidents. D'accord. D'abord, moi, ce que je conseille en tout cas à mes clientes, d'abord les femmes, parce qu'à chaque fois on pose cette question, je dis, c'est clair que l'homme, il y a 2 choses, je veux dire, qui peuvent attirer l'homme chez la femme. Soit il l'aime très bien, soit c'est le sexe. Voilà, soit c'est le sexe, ou bien c'est normal, vrai, il l'aime. Donc moi, je dis, au début, tu dis, côté sexe, tu ne fais pas. Tu lui dis ça. Je ne vais pas coucher avec vous, monsieur. J'attends le mariage. Mais attends, tu fais ça, on va voir. Et on va voir ce que ça va donner. Parce que si c'est un homme qui est là pour le sexe, c'est clair qu'après, il va se dire, bon, je suis qu'elle est en train de dire, après, elle va accepter, elle va essayer encore. Après, il revient pour essayer, mais c'est clair qu'il ne va pas rester longtemps là-bas. C'est pour les femmes. Ça, donc, vous pensez qu'il y a ce côté sexe qui attire certains hommes chez les filles? Oui, je dis, les hommes, parfois, sont attirés par 2 choses. Soit tu aimes la fille et tu es là, sexe ou pas. Soit tu ne l'aimes pas, tu veux coucher avec elle. Et là, c'est clair que, voilà, parfois, tu vas... Et la fille même peut sentir ça. À chaque fois, toutes les discussions, tout ça, ça va tendre en général vers ça. Donc, quand tu te rends compte que, voilà, celui-là, vraiment, il n'a même pas de projet, tout ça, est-ce que... Là, tu te dis, attention, je vais faire attention par rapport à ça. Et pour les hommes aussi, moi, ce que je dis aussi, ce que je conseille à mes hommes, je leur dis, c'est clair que la femme aussi, soit elle est là parce qu'elle t'aime, soit elle est là pour ton argent, si tu en as, bien sûr. Voilà, donc si tu vois que vraiment elle est en train de... Ah, moi, ce sont mes chéris, je ne veux pas dire des trucs. Hein. Non, mais actuellement, voilà, pour les téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Mais vous savez, actuellement, comme vous l'avez dit, hein, certaines filles sont avec des hommes uniquement parce qu'ils ont quelque chose dans... ils ont de l'argent, mais il faut dire également qu'actuellement, il y a de ces hommes, on a tendance maintenant à évoluer. On va être avec une fille, chaque fois tu lui donnes ton argent, soit toi-même tu sais nettement que celle-là, elle est là uniquement par rapport à ce que toi tu as. Très bien. Mais pas par rapport à ta personne. Très bien. Donc, il faut aussi qu'on fasse très attention. Très bien. Mais surtout, comme on dit tout à l'heure, c'est quand même c'est les mœurs en fait sénégalaises. Ça veut dire que c'est vrai qu'on dit c'est mieux que les hommes fassent attention de ne pas prendre une femme qui aime l'argent, mais attention, ici, arrêtez-moi si je me trompe, au Sénégal, on choisit toujours l'homme parce qu'il a de l'argent pour protéger la femme et les enfants. Donc, en fait, c'est un critère qui est accepté dans la famille sénégalaise. Ça, par contre, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Toujours, on donne... Je suis d'accord avec toi. Hein, on donne la fille. On donne la fille à telle personne parce qu'il a de l'argent, parce qu'on sait que si lui se marie avec ma fille, il pourra prendre soin de ma fille.
Donc, c'est quand même un des... Pourtant, ça, c'est légitime, parce que moi, je dis, ce qui n'est pas normal, c'est, je veux dire, tout quand on exagère par rapport à ça. Mais ça, c'est légitime, parce que tu ne peux pas, par exemple, en parlant sérieusement, on ne va pas se voiler la face quand même. Tu ne peux pas te dire que je vais donner ma fille à cet homme, alors que vraiment, tu sais que... les parents ont peur, les parents, voilà, c'est ça, quoi. Très bien, voilà. Donc ça, voilà, il y a un minimum quand même, Alassane, il y a un minimum. Mais il y a un minimum, on est d'accord, hein? Non, attends, là, moi... Moi, j'ai entendu dire dans ce monde qu'on pouvait vivre d'amour et de fraîche. Va mettre le courant au Woyofal dans ta petite boîte là. Avec l'amour, tu vas mettre le courant dedans là. Non, ça mon vraiment. Ouais, bon, moi après, bon, voilà. Je dirais que c'est un esprit jeune. Très bien. Un peu dans la naïveté, nouvelle relation. Voilà, on aime la personne vraiment telle qu'elle est. Je pense que les gens qui sont mariés aujourd'hui et qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient jeunes, ce sont les plus chanceux de la Terre. Parce qu'ils se sont trouvés, ils n'avaient rien tous les deux. Et donc, ils se sont construits eux-mêmes. Pour moi, pour ma part, ce sont les plus chanceux de la Terre. Je ne connais pas votre situation de couple à tous les deux, mais c'est très difficile en fait. Lorsque, à notre âge, on n'a personne, et après demain, on réussit, tout va bien, et là, tout le monde vient de tous les sens, de tous les côtés, et on ne sait même pas si c'est vraiment pour nous. En fait, quand tu as dit ça, j'ai ressenti un truc. Mais sincèrement, j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit, mais lui, en fait, il a dit, mais tu tiens mes propos. Et c'est triste d'en arriver là. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, c'est triste. Hein. Ça veut dire que, déjà, je sais que tu as été blessé. Peut-être que tu vas garder ça privé, c'est ton droit. Mais je sais que tu as été blessé. Et comme moi, je l'ai été. Ça, j'en suis sûre. Parce que j'en suis sûre. Et je vois ton regard, je vois tes yeux, je sais. Non, je sais que tu as été blessé. Et c'est pourquoi, quand tu as dit ça, ça m'a piqué. Mais réellement, et ça m'a fait un peu mal, franchement, parce que, bon, je sais, je ne peux pas pleurer là, mais... Ouais, c'est que... en fait, j'ai ressenti ce que tu as dit réellement. Et après, on se dit que en fait, personne ne va nous aimer ou ça va être... en fait, on n'a confiance en personne, sauf à celle qui nous a mises au monde. Excusez-moi, les téléspectateurs, parce que j'ai tellement ressenti sa chose-là. Mais je te rejoins parfaitement. Je sais que nos parents ne vont jamais nous détruire. Et on sait que nos frères et sœurs ne vont jamais nous tuer. Et c'est pourquoi on a donné notre cœur, en fait... entièrement, mais voilà, sans restriction. Mais les prochaines personnes qui vont venir vers nous, on va dire, bah attends, toi, vas-y, toi, on ne sait pas. On va mais pas à 100%. Pas à 100%. Bah tu sais quoi, j'ai tellement senti que tu as fait gâter mon maquillage ici sur le plateau. Je vous propose de passer à la chronique suivante, c'est courrier du jour. Alors, le thème du courrier de cette semaine, il y en a une qui va rigoler sur le plateau. Non, parce qu'on va rigoler. Menteur compulsif. Menteur compulsif, c'est tout de suite. Et oui, il y en a ici. On passe au cours du jour, Alassane et Kiné, si vous voulez. Je vais passer à la lecture. Bonjour, Tata. Par où commencer? Je suis en couple avec un menteur né. Je pense que c'est cet homme qui a inventé le mensonge sur notre beau pays. Il est prêt à jurer qu'il a même contribué à sa création. Partout où l'on passe, il est obligé de mentir, de se donner une bonne image, mais on se sait, je connais tout de lui et il le sait. Il n'a même pas froid aux yeux, de mentir ouvertement devant moi et aux autres. Franchement, j'en ai assez. Je ne vous cache pas que j'aimerais le laisser définitivement, j'y pense depuis plusieurs mois. Joséphine. Joséphine, je suis vraiment désolée pour toi, mais vraiment désolée pour toi. Tu vas prendre donc conseil auprès de Kiné, Alassane, et pour finir avec moi. Kiné? Merci Koumba. C'est une situation très difficile à vivre, surtout si ça perdure. Voilà, parce que mentir tout le temps, on peut parfois, c'est clair qu'on peut rencontrer, je veux dire, des hommes qui mentent parce qu'ils ne veulent pas te perdre. Après, c'est clair qu'il va revenir pour te dire la vérité, s'il voit que vraiment maintenant tu es un peu attaché à lui, mais qui ment tout le temps, ça vraiment, Joséphine, il faut revoir ça. Voilà. Donc, ce que je te conseille surtout, c'est de voir... si tu es prête après, parce qu'il faut voir à long terme, si tu es prête après, je veux dire, vous êtes peut-être dans une situation, je veux dire, sérieuse, mais au mariage, si tu es prête vraiment à faire confiance, surtout à cet homme, ça pose problème. Parce qu'à chaque fois qu'il rentre, tu vas te dire, oh, il était au bureau, non, et il m'a toujours menti, donc c'est pas vrai. À chaque fois, tu as des doutes, à chaque fois, tu as des peurs, et à chaque fois, vraiment cet état d'esprit de vivre ça, je ne sais pas pendant combien d'années,
là, ça pose problème, franchement. Donc, il faut revoir ça. Il faut vraiment, surtout parler avec lui pour voir, pour lui dire que là, tu en as assez. Et si tu vois que vraiment, il n'y a pas de changement, Joséphine, là, il faut chercher autre chose. Parce que c'est clair que ça peut aller comme ça, vous n'habitez pas ensemble, mais imaginez si vous habitez ensemble, ça pose problème. Exactement. Voilà. Alassane? Bon, personnellement, je pense que Joséphine même, elle a répondu à sa question quand elle dit que je connais tout de lui et il le sait bien. Donc pourquoi elle reste encore? Peut-être que le fait qu'il ment, elle est amoureuse. Bon, après, vu qu'elle est amoureuse, donc après le dernier mot appartiendra à Joséphine. Je suis désolé pour elle, mais après, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Oui. Mais être mythomane aussi, ça peut... Voilà, mais c'est dur. Comment faire sa vie avec un mythomane? C'est difficile en fait. C'est très difficile. Ça peut durer, comme l'a dit Kiné, ça peut aller de l'avant de temps en temps, mais un jour viendra, tu vas chuter. Ah ouais. Bon, et puis bon, comme il a l'air de mentir tout le temps, il a l'habitude de mentir tout le temps, mais, je pense que c'est mieux mais aussi, Joséphine aussi, elle a un problème. Quand elle sait... Joséphine, quand elle sait que oui, le gars est en train tout le temps de mentir, alors elle le sait, elle reste avec. Donc, il faut qu'on se pose la question par rapport à son état aussi. Et ça se trouve même elle ment, parce que c'est aussi une menteuse compulsive. Bah oui, on ne sait pas. Très bien, Joséphine, je suis désolée, mais donc là, tu as eu le point de vue de Kiné et de Alassane pour ton bien-être à toi. Alors, ce que je vais te conseiller aussi, c'est vrai que c'est quand même pertinent ce qu'il a dit, Alassane, c'est qu'aussi, il faut que tu saches un peu ce que tu veux, étant donné que tu connais un peu la personnalité de ton conjoint, c'est vrai que c'est difficile. Et j'aimerais pas du tout être à ta place. Fonder sa vie, sa famille avec un menteur, c'est très difficile. Surtout qu'il a l'habitude. Donc, personnellement, j'en suis sûre, il va jamais arrêter. Je ne sais pas quoi te dire réellement. Bon, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, c'est dur de faire la rupture. Franchement, Joséphine, je suis triste pour toi. Bon, moi, j'ai mon frère qui s'appelle Abdoul, si tu veux. Je peux te mettre après avec mon frère. Et lui, il est honnête, hein. Joséphine, je suis désolée. Donc, j'espère qu'on t'a un peu aiguillée dans ton courrier du jour. Est-ce que ça vous dit une petite page de pub, les amis? Ah oui. Ouais. On souffle un peu? On souffle un peu. Hein? Ici, il n'y a pas de menteur compulsif, Joséphine. Hein. On passe à la page de pub tout de suite. On va souhaiter la bienvenue à notre deuxième invité, Monsieur Demba Seydi. Bienvenue sur Good Morning Sénégal. C'est un plaisir aussi de rejoindre Good Morning Sénégal. Merci. Merci. Merci aussi à Comba. Et c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Oui. Et félicitations pour le bleu. Pour le bleu? Ah, tu l'aimes? Ah oui. Ah, merci. Bon, ben, pourtant, au début, je voulais mettre du rose. Mon assistante en avait sorti du rose, mais j'ai décidé de prendre du bleu. Alors, on va parler de notre invité, Alassane, si tu veux bien. Donc, il est coordonnateur régional
de l'ONG PCQVP, donc publier ce que vous payez pour l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à l'OFNAC, on dirait. Pas tout à fait, même si les missions finales se complètent, et nous veillons à la transparence et la bonne gestion des ressources naturelles telles que le gaz, le pétrole, les mines. Et comme nos pays en sont riches, généralement, c'est des sources de revenus assez importantes qu'il faudrait bien gérer au bénéfice des populations. Très bien. Alors, en quoi consiste PCQVP, s'il vous plaît? Alors, PCQVP est un réseau mondial d'organisations de la société civile notamment. Dans les pays respectifs où nous évoluons, c'est l'ensemble des ONG qui travaillent sur les questions de transparence et de gestion des ressources naturelles qui se réunissent pour constituer une coalition nationale. Donc, notre travail fondamentalement vise à renforcer les mécanismes de gestion des ressources naturelles. Et quelles sont les fonctions concrètes de votre ONG? Alors, généralement, on fait du plaidoyer, on fait des campagnes, on accompagne les gouvernements à améliorer les cadres juridiques et institutionnels qui encadrent la gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire les lois sur les mines, les pétroles et le gaz, et ensuite tous les organismes qui gèrent ces secteurs-là. Nous les accompagnons aussi à pouvoir au moins instaurer des mécanismes qui permettent à l'ensemble des populations qui vivent dans les pays qui sont riches en ressources naturelles de pouvoir bénéficier de façon équitable de ces ressources aussi. Très bien. Alassane? Oui, j'avais l'habitude d'entendre le nom, donc, mais là, c'est beaucoup plus clair. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'organisations, des structures déjà constituées qui sont membres donc, de votre ONG. Tout à fait. Et j'aimerais poser la question, comment est-ce que vous soutenez ces organisations membres, donc aussi bien au Sénégal qu'en Afrique de l'Ouest? Alors, nous avons un secrétariat international qui est basé à Londres. Et ce secrétariat a des bureaux régionaux, dont moi je coordonne en Afrique de l'Ouest, et a d'autres bureaux dans les autres régions du monde. Ce que nous faisons, c'est que les coalitions au niveau des pays, nous les accompagnons en termes de dotation financière, surtout pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Parfois, nous avons des projets multi-pays, c'est-à-dire des projets qui impliquent 2 à 3 pays qui mettent en œuvre ensemble ce projet-là. Donc là aussi, nous mettons à leur disposition les financements nécessaires pour que ces coalitions nationales, comme on les appelle, puissent au moins faire le travail requis, le travail de plaidoyer. Par exemple, à l'heure actuelle, nous travaillons à renforcer le leadership féminin dans la gestion des ressources naturelles parce que sur la base de plusieurs études que nous avons réalisées, nous avons remarqué que les femmes participent à moins de 25% au niveau mondial dans la gestion des ressources naturelles, alors qu'elles sont impactées de façon considérable par l'exploitation des ressources. Donc ce projet-là implique un certain nombre de pays, dont certains de l'Afrique de l'Ouest, et là, on met à leur disposition les ressources nécessaires, y compris disons, l'expertise qu'il faut pour pouvoir au moins influencer les politiques, les pratiques et les lois qui favorisent aujourd'hui la participation effective des femmes. Et quel est l'impact donc de votre ONG dans tout ce qui est donc transactions, donc les contrats miniers, les contrats pétroliers? Parce que présentement dans le monde c'est une grande bataille. Le pétrole est une ressource naturelle donc très très importante, c'est l'énergie. Les mines aussi, mais on a vu qu'en Afrique, le grand débat, c'est la signature des contrats. Oui, bien sûr. Alors, la transparence des contrats reste notre cœur de métier en réalité. Parce que quand on dit publier ce que vous payez, il y a la notion de publier, qui est d'abord implique la transparence, mais ensuite ce que vous payez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui exploitent les ressources naturelles dans nos pays respectifs payent ou effectuent des paiements considérables à l'endroit de nos gouvernements. Mais jusque-là, jusqu'en 2002 en tout cas, on n'avait pas la possibilité de savoir combien nos États ont reçu de ces entreprises ou de ces multinationales, ce qui permettait à certains chefs d'État de se maintenir de façon infinie au pouvoir, notamment en Afrique centrale. Ce que vous observez, il y a des présidents qui sont là depuis plus de 40 ans. Alors, nous avons créé ce slogan de campagne d'abord qui s'appelait « Publier ce que vous payez », c'est-à-dire on dit aux compagnies, comme les États ne nous disent pas combien ils ont encaissé, vous nous dites combien vous avez payé. Donc, d'où la notion « Publier ce que vous avez payé à nos États ». Alors, quand on a cette information-là, ça nous permet, nous, d'interpeller nos États pour leur dire qu'au nom de cette population, vous avez reçu de telles compagnies X montant. Et ce montant-là devrait être investi dans l'éducation, dans la santé et d'autres secteurs sociaux de base. La problématique de la transparence des contrats est importante parce qu'elle nous permet de savoir quels sont les engagements que nos États ont eus à l'endroit de ces compagnies-là. Il vous arrive de vous poser la question, mais pourquoi nous, on n'exploite pas directement notre pétrole
Pourquoi on ne transforme pas notre pétrole sur place ou notre or sur place? Les femmes aiment beaucoup l'or, on en produit beaucoup au Sénégal, mais l'or reste très cher encore au Sénégal. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raffinerie au Sénégal, l'or est exporté brut, ensuite il nous revient sous d'autres formes, et comme plusieurs ressources d'ailleurs. Mais après plus cher. Exactement, il devient encore plus cher, donc il n'y a pas cette chaîne de valeur. C'est parce qu'effectivement, nos États ont signé un contrat avec une compagnie X qui permet à cette compagnie-là d'évacuer tout l'or qu'elle extrait de notre pays vers d'autres horizons que nous ne maîtrisons pas souvent. Donc c'est ce qui explique effectivement que la transparence des contrats reste une préoccupation fondamentale dans la chaîne de valeur de la gestion des ce que vous dites est vraiment réel parce que, bon, prenons le cas au Sénégal, une région comme Kédougou, depuis 100 ans, on peut dire même plus, l'or donc est exploité. Mais quand on se pose la question, comment cette région peut être aussi pauvre? Il n'y a pas d'infrastructure, donc elle n'est pas développée, on ne voit pas l'impact. Et une autre chose aussi assez bizarre, c'est le volume en argent, ou bien donc en bénéfice, que l'État déclare. Donc on voit ces compagnies qui exploitent donc des milliers de tonnes d'or depuis des années, mais quelle est donc la quantité en masse financière que l'État dit, par exemple, si vous déclarez que vous avez par exemple 10-12 milliards, pardon, et que vous posez la question, le prix de l'or sur le marché international, la quantité qui est déjà exploitée, la quantité qui est en réserve, vous faites le calcul, vous dites, mais comment se fait-il qu'un État, c'est un gouffre réel? Oui, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que généralement, nos États participent au capital de façon très marginale. On n'a que 10% de capital gracieux dans ça. C'est-à-dire que même ces 10%, ce n'est pas nous qui mettons de l'argent, c'est la compagnie qui nous offre 10%. Alors, ce qui veut dire que quand on doit partager le profit, qui est différent des revenus, au profit, on partagera sur la base de nos 10% que nous avons là-dedans. Et malheureusement, les compagnies font rarement d'ailleurs de profit. Le profit, c'est le bénéfice final, après avoir exploité. Au niveau des revenus, nous obtenons des recettes qui viennent soit des redevances, c'est-à-dire les taxes et impôts, ou d'autres formes de droits fixes que les compagnies payent. Et c'est cet argent-là qui va directement dans les caisses de l'État. Une partie de cet argent-là doit retourner aux communautés qui sont directement impactées, telles que Kédougou. Et au-delà de Kédougou, c'est pratiquement toutes les régions qui abritent des sites miniers qui sont des régions favorisées en termes de développement local. Donc, ce qui fait qu'une partie de cet argent que l'État mobilise, dont 20%, doit retourner à ces populations-là. Malheureusement, pour le cas du Sénégal, depuis 2010 jusqu'en 2019, l'argent qui a été mobilisé par le gouvernement du Sénégal n'a pas encore été reversé à ces populations-là. Où part l'argent alors dans ce cas? Alors, là, parce que vous avez parlé de transparence, oui, donc bien sûr. C'est le rôle justement de l'ONG. L'argent va pour le moment dans les caisses de l'État. Et récemment, l'État du Sénégal a annoncé vouloir décaisser une partie de cet argent-là qui va retourner aux communautés à hauteur de 5 milliards. Pour le moment, ce n'est pas effectif. Alors, l'argent va aux caisses de l'État. Est-ce qu'on peut parler de vol, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de vol ou de corruption? Pour le moment, on ne peut pas, à ce niveau, on ne parle pas de vol ni de corruption, mais c'est un problème d'effectivité même des lois. Et comme dans plusieurs secteurs d'ailleurs, la loi existe, mais on ne la rend pas opérationnelle à ce niveau-là. Mais par exemple, comme cette histoire qui s'est passée en Guinée, donc malheureusement, cette personne a été, elle a disparu, ou bien on dit qu'elle a été assassinée. Mais aujourd'hui, le potentiel minier en Afrique, il est énorme. Donc ça veut dire que ce potentiel minier doit nous permettre à nos États d'être développés. Oui. Et vous avez dit tout à l'heure, nos femmes, par exemple, ici au Sénégal, c'est rare de voir une bijouterie où vous avez vraiment la matière première. Donc les femmes en général, elles ont déjà donc leur collier en or, mais ici on ne voit pas dans des bijouteries où on a véritablement le minerai d'or. Moi j'ai eu la chance de toucher ce minerai-là, donc, mais le problème, on n'a pas véritablement aujourd'hui un comptoir aurifère vraiment digne de ce nom au Sénégal. Tout l'or part entre les mains donc, des grosses compagnies. Quelle est, vous, par exemple, la solution que vous préconisez face à ces situations? Alors, je n'ai pas la solution magique ou la baguette magique pour dire que voici la recette la meilleure. Mais il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Si on les met ensemble, ça pourra favoriser les bénéfices que nous pouvons y avoir. Alors, on observe souvent dans notre jargon ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance. C'est quoi? C'est que nous sommes riches en ressources. Nous avons du pétrole, du gaz, du zircon, de l'or, des phosphates au Sénégal. Si vous mettez tout ensemble, c'est des multimilliards. Mais c'est exploité par les étrangers. Mais pourquoi? D'abord, c'est exploité parce que
ça coûte cher l'exploitation, mais ensuite c'est beaucoup de risques que les compagnies prennent pour l'exploiter. Mais ce n'est pas forcément une explication valable en tout lieu. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, on doit tirer profit, étant donné que nous restons dans la logique que c'est les compagnies internationales qui vont exploiter, une des baguettes, ce serait de transformer sur place en créant une chaîne de valeur. Exactement. Parce que là, nous, on exporte le produit brut qui ne permet pas, d'abord à l'État du Sénégal, de créer davantage d'emplois. C'est des secteurs qui ont très peu d'emplois, qui créent très peu d'emplois. Donc, si on transforme ici, donc ce qui fait que l'usine qui allait transformer sur place aura besoin aussi d'employés. Mais par exemple, si on prend le cas du pétrole, aujourd'hui, le Sénégal a une... C'est la Société africaine de la finance. Ça veut dire qu'on a une raffinerie qui est supposée être sous-régionale. Oui. Donc, ça veut dire le potentiel pétrolier, le potentiel gazier, qu'il soit au Sénégal, en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, la SAD devait être en mesure de pouvoir être une grande raffinerie. Oui, mais aujourd'hui, voilà. À l'état actuel de la SAR, elle ne peut pas contenir tous ces potentielles réserves qui doivent être exploitées au Sénégal, en termes de gaz et en termes de pétrole, bien sûr. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que si on parvient à transformer les produits d'abord sur place, ça crée de la valeur ajoutée, et y compris les dérivés du produit, on peut les utiliser sur place. Il arrive qu'on récolte 5 tonnes d'or au Sénégal, annoncé, mais quand ça arrive à la raffinerie, vous verrez que c'est peut-être 4 tonnes d'or et 1 tonne d'argent, et ainsi de suite. Où va tous ces résidus de minerais-là? Ça, on les perd. Donc, ce qui fait que la transformation sur place crée de la valeur ajoutée, crée de l'emploi et crée autour de ce secteur-là d'autres services qui vont intervenir d'une forme ou d'une autre. Ça, c'est un des éléments. Qu'en est-il de l'industrialisation? Oui, c'est ça. Quand je dis transformer sur place, cela suppose industrialiser sur place. Est-ce que maintenant les Sénégalais peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont les fonds pour pouvoir le créer ici sur place? À ce niveau, je crois qu'on peut les trouver. La raffinerie, par exemple, de la SAR en duplex, les montants estimés tournent autour de 1000 milliards. Et pendant la Covid, le Sénégal a réussi à décaisser 1000 milliards. On peut emprunter 1000 milliards. Il nous arrive d'emprunter plus de 8000 milliards. C'est pas donc, faux. Voilà. Donc, si on veut créer une autre raffinerie, rien n'empêche à l'État du Sénégal de le faire. Ça, je crois que c'est pas... En plus, ça va être une excellente chose pour développer l'économie du Sénégal. Exactement. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'au niveau même de l'élaboration des contrats, qu'on puisse nous aussi tirer l'épingle du jeu. C'est à ce niveau-là que tout se décide. Donc, si la compagnie vous met des clauses qui ne vous permettent pas, vous, de vous en sortir, moi, je considère que c'est là le leadership politique de nos dirigeants doit intervenir. Mais je vous dis que parfois aussi, il y a ce problème. Est-ce que les États aussi, parce que je pense qu'un État ne peut pas être faible, aussi grand que soit une compagnie, mais il faut pouvoir aussi avoir donc des cabinets d'avocats qui s'y connaissent et vous leur dites, voilà, mon objectif, je veux avoir 30%. Et je m'y arrête là. C'est à prendre ou à laisser. Mais si on doit toujours rester sur les 10%, 10% c'est une commission. C'est une commission. Oui. J'ai une mine d'or, de diamants, j'ai un gisement de pétrole et de gaz. On m'offre 10%. Alors que la ressource vient de mon sol, de mon terroir, vient de mon territoire. On vous offre 10%. Grosse injustice. Donc je me dis, mais à la rigueur, c'est ce que vous dites. Ouais. C'est une véritable aberration. On peut prendre ce schéma même pour d'autres produits. Vous avez des ressources agricoles, par exemple, comme le cacao. Si vous, par exemple, vous avez le cacao donc, brut, vous l'achetez à 500 francs le kilo, ou bien vous le vendez à 500 francs le kilo. Ça part donc jusqu'en Suisse, ça devient la petite barquette de cacao à 225 grammes, on vous le vend à 1000 francs, 1200. Autant donc dire que vous travaillez pour rien. Et aujourd'hui, c'est comme si on travaille, ou bien on a nos ressources pour rien. On offre notre or, on offre notre pétrole, notre gaz, et nos États sont pauvres. Et c'est aussi il y a une question de perception. Parce que l'histoire aussi a montré que, par exemple, avec l'histoire au Gabon, mais quand on suit toutes les péripéties de cette histoire, mais comment une compagnie peut exploiter une ressource dans les eaux d'un pays et on ne sait même pas le nombre de barils qui sort. Donc, on ne sait pas, ou alors on divulgue, c'est pas non, non, on ne sait pas. C'est-à-dire que c'était comme un no man's land. Donc c'était ça. Donc aujourd'hui, je pense que le niveau d'imprégnation, le niveau de qualification juridique est là. Les États doivent avoir suffisamment d'instruments juridiques
pour pouvoir donc se défendre, ou bien défendre les intérêts donc, de leurs concitoyens ou bien du pays. Et ça, c'est dommage. Je trouve aujourd'hui, un pays comme le Sénégal, qui a maintenant une bonne réserve, un potentiel en gaz, en pétrole, devrait se projeter pour les prochaines 5 ans pour ressembler à Dubaï. Et pas donc régresser. Donc on a des problèmes de tout cela. Et je pense qu'aussi, comme vous avez dit, la chaîne de valeur aux États-Unis, si vous avez donc le développement, c'est vous avez la fluidité dans le transport. Ça veut dire qu'on a du pétrole, on a du gaz. Aujourd'hui, on doit avoir une industrie automobile au Sénégal. Ça veut dire qu'on doit avoir des voitures avec un carburant moins cher. On doit avoir aussi des voitures hybrides avec du gaz. Même avoir des voitures avec de l'électrique. Hybride avec l'électricité non polluante. Ouais, franchement. Vous voyez, on est dans ce contexte aujourd'hui de Covid. Donc, comme vous le dites si bien. Mais on parle aujourd'hui de Covid business. Mais le Covid business, dans un bon sens, devrait être que, comme vous avez dit, 1000 milliards, on les a mobilisés. Mais faisons en sorte qu'on puisse importer, par exemple, des camions ou bien des bus, ou bien des voitures, pour renforcer le parc automobile, mais on le peut, mais on a la garantie de nos ressources. Donc ça veut dire que nous pouvons inciter ces grosses compagnies donc, à investir ou bien à donner une contribution pour la relance ou bien la relance de la résilience économique du pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui la volonté politique est là? Et vous, quel est le rôle que vous pouvez jouer par rapport à ça? Oui, c'est beaucoup plus de commentaires que vous avez fait et les commentaires sont bien libres. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que je partage avec vous, bien sûr. C'est que nos États sont faibles d'abord dans la négociation des contrats. C'est à ce niveau-là, je l'ai dit au début, que tout se joue sur la base et même dans les mariages. Hein, c'est un contrat, c'est à la négociation des contrats qu'on s'accorde sur tous les éléments. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces compagnies ont une expertise qu'elles peuvent tirer partout du monde. Ils ont la possibilité de mobiliser des milliards quand ils viennent investir dans un pays donné. Donc, parfois, leur expertise est même supérieure à l'expertise nationale que nous avons. Ça, c'est fondamental. Donc, ce qui fait qu'à la limite, nous sommes déjà lésés au niveau de la négociation des contrats. Ça crée des déséquilibres. Et c'est ce que j'ai appelé souvent la conséquence étant ce paradoxe de l'abondance. Beaucoup de ressources, mais moins de revenus pour nous. Je disais, alors, une des recettes, effectivement, c'est de la transformation au niveau local. Mais l'autre recette, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le contenu local. Parce que en l'exploitation du pétrole, du gaz ou des mines, il y a un certain nombre, il y a une vaste panoplie de métiers qui sont là, en fourniture d'eau, en fourniture de matières, d'autres services qui sont là, peut-être que même en fourniture de services audiovisuels. Vous voyez par exemple une compagnie comme Woodside, vous allez dans leur YouTube page, vous verrez beaucoup de vidéos qu'ils font. Qui les fait? Est-ce que c'est une compagnie sénégalaise d'audiovisuel qui le fait? Ainsi de suite. Donc c'est des marchés comme ça qu'il faut tirer. Maintenant, toujours est-il que le privé national sénégalais encore reste pauvre, reste à la limite moins outillé. Si aujourd'hui vous deviez aller filmer sur la plateforme de Woodside, vous deviez pouvoir avoir peut-être un petit jet qui pourrait même vous y aller, ou bien avoir des matériaux à longue distance pour pouvoir capter ces images-là. Ce n'est pas forcément ça. Donc le privé national doit être encore renforcé de sorte qu'il puisse capter la plupart des marchés dont ces compagnies auront besoin. Sinon, ces compagnies seront obligées de retourner à leur pays d'origine et aller trouver là-bas des consultants, aller trouver là-bas des fournisseurs de services et de biens. C'est ça le manquement en réalité. Donc je crois que si on veut tirer beaucoup d'avantages de profit du secteur, c'est là où il faut taper ensuite sur la négociation des contrats et enfin la transformation sur place du produit que nous sommes en train de faire. Mais par rapport à la transformation, aujourd'hui on a créé donc l'Institut national du pétrole et gaz. Ça, je vais dire que des managers vont sortir. Mais pour ceux qui ne vont pas travailler sur les plateformes, est-ce qu'on a aujourd'hui donc cette intention ou bien est-ce que vous pouvez influer pour qu'on aille dans le sens où, lorsqu'il s'agira de construire ces plateformes, l'exploitation du pétrole onshore ou offshore, qu'il y ait donc déjà des jeunes, des Sénégalais qui soient formés? Parce qu'aujourd'hui, quand il s'agira de construire des plateformes en mer, les foreuses, donc il faut déjà qu'il y ait des gens le transfert de technologie. Aujourd'hui, ce savoir-faire, parce qu'il y a toute une chaîne de métiers avant même d'arriver aux négociateurs. Aujourd'hui, on est en train de former des négociateurs. Mais est-ce qu'on est en train de former des extracteurs donc, de ces minerais-là? Oui, il y a dans la chaîne des métiers que les Sénégalais connaissent et savent faire. Il y a des entreprises nationales qui sont expertes, par exemple, en sonde ou en excavation, et ainsi de suite. Donc, en fonction des potentiels qu'ils ont. Maintenant,
s'il faut aller fabriquer toute une plateforme, naturellement, il n'y a pas que les Sénégalais qui puissent le faire. Ou bien on n'a pas souvent les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Un privé local qui fait du forage, il peut pour le moment ne pas avoir des foreuses à 1000 km dans la mer, parce que s'il achète cette machine-là, elle n'est pas utilisée au niveau du Sénégal. C'est comme certaines pièces de véhicules. Si vous allez dans les quincailleries ou dans les magasins, vous ne les trouverez pas, parce que le monsieur considère que je peux acheter cette pièce-là à 2 millions, je peux la garder pendant 5 ans sans trouver de clients. Donc, ce qui fait que ce privé national ne peut pas se lancer parfois dans des spéculations pareilles. Mais au moment où on s'accorde qu'il y a des réserves importantes qui ont été découvertes, c'est à ce niveau que moi je considère que nos États devrait pouvoir accompagner notre privé national de sorte que chacun puisse capter ces marchés-là. C'est aujourd'hui d'identifier ceux qui sont dans l'audiovisuel, leur dire, écoutez, il y a des plateformes au niveau de la mer, ces gens-là ont souvent besoin de réaliser des films documentaires, ils ont besoin d'aller filmer le travail qu'ils sont en train de faire. Préparez-vous. Vous avez besoin de quoi pour pouvoir accéder à cela? Vous leur établissez votre liste de besoins qui vous permet de bien faire votre travail. Et à ce niveau-là, l'État peut vous accompagner par des prêts à des taux à la limite raisonnables. C'est comme ça que le privé national dans certains continents évolue, notamment en Europe ou aux États-Unis. Alors là-bas, si vous êtes dans le secteur privé et que vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, l'État peut vous prêter à des taux marginaux de sorte que vous puissiez pouvoir rembourser cet argent-là. Et c'est ce que font les compagnies multinationales. Ce n'est pas des gens qui ont des mallettes d'argent quelque part qui sont gardées. Non. Mais est-ce que c'est valable justement sur le continent africain? Parce que là, vous parlez justement des multinationales, mais à l'extérieur. Donc là, c'est vrai qu'eux, ils ont plus accès justement aux prêts bancaires, mais ici, ce n'est pas vraiment le cas. Non, les prêts bancaires sont accessibles, y compris pour vous. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le taux de remboursement est assez élevé, et dans un marché assez risqué. Donc, il n'y a pas la possibilité, ou vous ne prendrez pas les risques aujourd'hui d'aller engager un prêt de 1 milliard pour aller dans cette aventure-là, tout en sachant qu'il y a assez de risques. Si vous allez en Europe, il y a des compagnies qui rachètent vos risques. Il y a d'autres qui vous prennent de l'argent ou c'est l'État qui vous donne de l'argent sous le mécanisme, par exemple, de la DER, un peu comme ils le font aujourd'hui, mais avec des taux quand même que vous pouvez supporter. Donc là, ça vous permet de vous investir dans ce projet-là. Parfois, vous identifiez dans l'espace économique des possibilités d'investissement, mais vous n'avez pas le capital qu'il faut pour aller se lancer dans ça. Si vous avez envie aujourd'hui de réaliser une série qui va vous coûter des déplacements sur Ziguinchor, Kolda, Tambacounda, il vous faut des véhicules. Mais il se peut que vous n'ayez pas pour le moment assez de logistique qui vous permettent de vous dérouler dans toutes ces régions-là. C'est la même chose que le privé national, de façon plus globale, rencontre, et notamment dans ce secteur-là. Ils ne sont pas bien préparés. Donc, moi, je considère qu'un État qui découvre plusieurs réserves de pétrole, de gaz et de mines d'or et autres formes de minerais, l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier d'abord tous les métiers qui sont là, voir quelle est l'expertise sénégalaise qui s'y déploie et comment moi je vais accompagner ce privé national-là de sorte qu'il puisse capter beaucoup d'avantages. Parce que ceux que vous emploierez, vous, ce sont des nationaux pour la plupart. Donc, ce qui fait que cet argent-là va rester au Sénégal. Autrement, les compagnies viennent avec l'expertise internationale, viennent avec la logistique. Mais c'est souvent le cas, ils viennent avec leur expertise. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des difficultés à trouver cette expertise locale. Et c'est là que l'INPG constitue une alternative. Moi, je crois qu'il fallait même diversifier au-delà de l'INPG. Je vois d'autres entités qui sont en train d'essayer les 3FPT ou certains centres de formation technique. Mais au-delà de cela, je crois que si de la découverte à aujourd'hui, nous sommes déjà à environ 6 ans, si on avait commencé déjà avec les bacheliers de 2013, leur dire, écoutez, on a du pétrole, on a du gaz maintenant, on va vous amener dans de grandes écoles, on va vous former dans ça. Mais ils seraient déjà ingénieurs, en 6 ans, on est ingénieur. Donc là, c'est vraiment un problème, encore comme on dit souvent. Exactement. C'est vraiment le problème de formation. Il n'y a pas les instituts pour former justement... Non seulement il n'y a pas les instituts, mais moi je crois que aussi nos États ne sont pas en train de faire suffisamment les efforts nécessaires pour pouvoir capter beaucoup plus de masse. Il n'y a pas aussi une certaine opacité parce qu'aujourd'hui... Oui, naturellement. Les compagnies pétrolières, donc c'est des compagnies qui n'aiment... C'est des sociétés qui n'aiment pas le bruit. Donc ils évitent des scandales. L'information utile, parfois, donc, n'existe pas. Et aujourd'hui, le patronat sénégalais aussi, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas... une certaine coopération donc, en interne, c'est-à-dire qu'un groupe d'opérateurs, d'hommes d'affaires sénégalais, pouvaient se mettre ensemble, constituer par exemple un consortium et participer, c'est-à-dire que l'État peut participer, peut avoir par exemple 10%, mais si on a une législation qui favorise le contenu local par exemple, qu'il y ait donc une part dédiée au secteur privé local.
Oui, il y a carrément une part dédiée hein, dans la loi sur le contenu local. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Entre dédié et avoir les capacités, ce n'est pas la même chose. Ensuite, c'est un secteur qui a beaucoup d'incertitudes, ce qui fait que beaucoup d'entre nos investisseurs nationaux privés, en plus d'être déjà faibles financièrement, ne prennent pas souvent les risques. Ils préfèrent aller identifier des secteurs où les revenus peuvent fluctuer le plus rapidement possible. Vous verrez donc, c'est ce qui fait que effectivement, ceux qui sont dans ce patronat-là, vous les mettez ensemble, ils préfèrent peut-être aller acheter des camions et les louer à ces compagnies-là que d'aller investir dans des secteurs encore plus risqués que cela, comme la sonde et autres. Donc, c'est ce qui fait qu'en réalité, notre privé national ne peut pas encore capter suffisamment de marché de la part de ces compagnies-là. Alors, vous verrez par exemple qu'en 2019 ou 2018, 900 milliards ont été mobilisés dans le contenu local, c'est-à-dire par le privé qui n'est pas forcément la compagnie, mais environ la moitié de ces fonds-là sont retournés à des entreprises privées européennes ou américaines ou des autres continents. Parce qu'effectivement, les services qu'on fournissait à ces compagnies-là n'existaient pas chez nous. Donc ça, c'est des enjeux comme ça. Si vous voulez aujourd'hui aller sur la plateforme, il n'y a pas de jet privé sénégalais appartenant à un privé sénégalais qui permet de vous transporter de l'aéroport à la plateforme. Ça, c'est fondamental. Et même nous autres, pourquoi on se plaint toujours de ce couvre-feu et autres? C'est parce qu'il nous manque d'infrastructures. Vous allez en Europe, les gens sont en couvre-feu pendant combien de mois, mais ils ne s'en plaignent pas trop. Parce qu'ils ont les possibilités de travailler à Dakar et rentrer à Kaolack tous les jours. Ça ne pose pas de problème. Mais nous n'avons pas des infrastructures requises pour pouvoir le faire. Donc, ce qui fait que là, à 17h, chacun d'entre vous est en train de se bousculer pour rentrer chez lui. Moi, je vous assure que mon assistante, elle court vite. Hein. Ben oui. Elle court vite, Kadja, tu cours vite. Donc, c'est ça. Il nous faut quand même préparer l'écosystème sur place, de sorte que si ces marchés-là arrivent, on va les capter. Par exemple, vous avez un grand rôle que vous pourrez jouer dans ça. C'est d'aller faire des documentaires sur le secteur, ainsi de suite. Mais tant que vous n'identifiez pas, vous ne parvenez pas à identifier ensuite, on ne vous donne pas des moyens initiaux qui vous permettront d'accéder à cela, ça reste un problème fondamental. Exactement. Merci, Monsieur Seydi. En tout cas, c'est très intéressant et j'espère que ça a un peu aiguillé donc, nos téléspectateurs. Si vous voulez bien, on va passer à la rubrique suivante, c'est l'immobilier, le secteur de l'immobilier. Oui, on le subit au Sénégal. Je ne suis pas expert immobilier. Je laisserai la place à ceux qui s'y connaissent mieux. Mr. Lopez, thank you very much to come in our TV show. Thank you so much. Good morning, nice Senegal. To meet you, thank all you of very you, much. Thank you very much. Yeah, Lopez, c'est à toi. Bienvenue Lopez. Bonjour Kumba. Bonjour Alassane. Bonjour Lopez, bonjour Kumba. Alassane, tu m'as déjà vu, mais j'accepte ton bonjour. Bonjour Alassane, comment tu vas? Très bien. Ouais, donc on sait très bien que vous connaissez tous les deux. Hein. Ouais. Vous êtes aussi des amis et des anciens voisins, si j'ai bien compris. C'est mon grand, il m'a un peu formé sur l'énergie renouvelable, tout cela. Donc c'est un grand monsieur. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, on l'a entendu tout à l'heure avec l'invité Demba Seydi. C'était juste excellent. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? Bon, aujourd'hui, on va parler des faux plafonds avec Béatrice. Donc nous allons regarder l'élément que j'ai fait avec M. Fallou, donc, qui est le directeur de l'entreprise Sol au plafond. D'accord, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Bonjour Kumba, aujourd'hui je vais vous présenter les faux plafonds avec les Béatrices. On est aujourd'hui avec M. Fallou, qui est le directeur de Sol au Sol, l'entreprise qui fait les faux plafonds avec Béatrice et autres. Bon, je vais vous présenter M. Fallou. Donc depuis quand vous êtes si liggéeyu affaire sol au plafond? Affaire bi waaw def naa 7 ans.
7 ans nga nekk di def liggéey BA13 mais kii nga njëkk a commencé ak faux plafond ak kii plâtre bi voilà. non bii laa njëkk a commencé BA13. donc BA13 nga utilisé depuis 2007 donc depuis kañ nga découvert qu'on peut utiliser BA13 pour faire faux plafond. waaw yàgg parce que sama rakk moom moo ci dugal quoi moom moo ci njëkkoon nekk après ci la ma boole grand bi mu doon liggéeyal après ci laa ñëw commencé tam yàlla nag moom di liggéey. léegi booy utiliser pour def faux plafond lan ngay soxla comme matériel. comme matériel waaw BA13 ñu soxla plaque BA13 ak fourrure cornière CVA frappe CVA laiton vis 25 ak enduit bandage ay bande armée. donc chantier yi nga mës a defar bëri na. waaw chantier yi ñu mës a kii moom bëri na dëgg yàlla. donc chantier bi yow yaa yor niveau yëpp. chantier waaw maa yor niveau bi yëpp. actuellement ñoo ngi si R plus je pense ñoo ngi si deuxième étage. deuxième étage d'accord ok donc mën nga ñu présenter actuellement pose yi tout nga kii transversal yi est-ce que mën nga par exemple comment dire dafa war a nekk benn dafa war a am benn alignement wala bon si yéen yaa leen xool ak lan ngeen utiliser pour xam niveau bi ndax niveau bi jub na wala jubul plafond yi. kooku niveau laser la ñu yor quoi. waaw niveau laser moom la ñuy réglé pour am niveau bi mu jubal yooyu waaw. donc gis na décoration bi nga def donc décoration bi ak lan nga koy defee wala BA13 moo ñëwee noonu. waaw BA13 ñuy def corniche mu wër après ñu teg suñu am kii 0 centre kii corniche lay doon rek après nga teg 0 centre. mais njëriñu BA13 pour lan la si bâtiment. BA13 waaw léegi de gars yi moom la ñu xamal moom parce que moom moo gën a staff bu njëkk lañ xamoon mais BA13 moo gën a gaaw te puis moo gën a kii quoi moo gën a assuré. donc est-ce que day protéger bâtiment wala c'est juste pour décoration bi la. non day protéger waat bâtiment et puis ak selaru tàngoor bi yooyu yëpp da koy protéger waat waaw day jël tàngoor bi métti. mais pour beneen bi moo ak BA13 ak bu ñu xamoon suñu temps bu njëkk ba staff bi ak BA13 ban mooy gën a yàgg. BA13 moom problème ndox rek moo koy kii mais saa moom ndox moom mooy gën a duré quoi comme exemple nga dëkk foo xam day senn waaw bu dul loolu moom mooy gën a yàgg quoi. donc ndox lay bañ daal ma même staff bi tamit waa tam ndox lay bañ mais bii daal nga xalaat ne que mooy gën a yàgg te bon mooy gën a neex a liggéey daal. si waaw moo gën a neex a liggéey waaw léegi bi ñu bari léegi moom la ñu liggéey même ñu doon def staff ñu bari sax léegi dañu ñëw commencé suivre BA13. waaw moo gën a dox mooy tendance mooy nouvelle génération bi daal comme li ñuy wax xam nga. waaw benn instant xanaa léegi bon man sama ñaari question mooy plaque bi ñaata mètre surface bi ñaata la. longueur bi waaw longueur bi ça dépend am na 2 mètres 50 am na 2 mètres am na 3 mètres sur 120 waaw. xamoo prix ñaata la. prix waaw ça dépend am na ñu jaay 6 000 pour 2 mètres bi 5 500. léegi ku bëggoon am. moo tax prix bi moom toogul benn place quoi. mais léegi ku bëggoon am par exemple benn affaire bu rafet nu muy def pour contacter la pour jot la Fallou. kooku day jël sama numéro rek boo bëggee benn décoration rafet waaw da ngay jël sama numéro mu contacter waaw. sa numéro la voilà 371 49 27. bon merci Fallou xam naa balaa ñoo génn dinañoo def bâtiment bi xaw a jël yenn liggéey yi nga def xam nga incha allah donc dinañ la mu seet si incha allah man moom dinaa la woo pour sama kër moom incha allah ok merci Fallou. Bon, avec ce qu'on vient d'avoir avec M. Fallou, qui est le directeur de l'entreprise Solo Plafond, donc lui, il a eu à réaliser beaucoup de chantiers sur les BA13. Bon, c'est un matériau qui est maintenant connu par tout le monde. Accessible. Donc, accessible et peu cher. facile. Bon, il est un peu coûteux par rapport à ce qu'on connaissait avec le staff. Donc, il était en matière de plâtre. Donc,
Maintenant, comme on dit, hein, c'est la nouvelle génération. Donc, mais il y a beaucoup d'autres matériaux qu'on utilise pour la décoration des maisons, des cloisons. Ouais, donc, il a un peu montré ce qu'il a fait avec ses réalisations, tout cela et tout ce qu'il utilise comme matériel qui sert à fixer les BA13, tout cela. Quels sont les prérequis pour un faux plafond en BA13? Bon, déjà, c'est ce qu'on veut. Bon, il y a deux façons de poser. Il y a des poses tendues, il y a des poses superficielles. Donc, sur cette base-là, que la personne choisit de faire. Donc, il y a des méthodes de pose. Mais bon, ceux qui sont plus expérimentés dans ce milieu pourront certainement expliquer réellement comment l'utiliser. Très bien. Alassane, une petite question. On a remarqué qu'il y a beaucoup de faux plafonds. Il y a plusieurs qualités différentes. Il y a plusieurs qualités et aussi les techniques de pose. Donc j'ai remarqué, donc c'est un peu suspendu. C'est déjà préconçu. Donc et la durée d'installation, par exemple, si on a un grand bâtiment pour tout mettre en faux plafond, ça prend à peu près combien de temps? Bon, je dirais que c'est plus rapide maintenant parce que tout est déjà préfabriqué. Donc c'est plus maniable. Donc et les découpes, bon, c'est plus aussi c'est plus facile parce que tu peux faire des designs dessus, faire des découpes, des moulures, tout cela. Donc des décorations, c'est plus rapide. Hein. Bon, le temps, ça dépendra de la surface. De l'ouvrier surtout. Oui. Il y a aussi ça. Hein. Donc si vous avez des ouvriers qui prennent tout leur temps, déjà, bon, mais aussi c'est fragile. Hein. Donc il faut le dire, c'est fragile. Donc il faut prendre un peu son temps pour ne pas, pour ne pas gâter les matériaux. Et la tranche de prix, comme il y a plusieurs qualités, donc la tranche de prix doit être aussi différente? Oui, bon, il y a 6 000, 7 000. Quelle surface? Donc ça dépend. 3 mètres carrés. Très bien. Donc c'est un peu ça. Je ne sais plus qui regardait. Le Lopez du plateau ou le Lopez de l'écran? De Lopez, c'est chaud, hein? De Lopez. Merci Lopez pour ta chronique immobilière aujourd'hui, c'est très intéressant. Merci sachant beaucoup. Que je connais quelques personnes en travaux, donc on va donner le numéro de Lopez. Hein, Lopez, tu vas pouvoir les aiguiller. Oui, Inch'Allah. Il est là avec comme un étudiant. Oui. Tout le monde sait que Lopez est mon favori sur le plateau. J'aime le taquiner. Hein. Donc, je suis rêvé avec... bon. Pas de blague sur les poulards. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, on va passer à la rubrique cuisine avec Béatrice, c'est tout de suite. Bienvenue Béatrice. Merci Kumba, bonjour. Bonjour Alassane. Bonjour Béatrice. Je dis pas encore bonjour Kumba. Comme tout à l'heure. Bienvenue à Good Morning Sénégal. Comme tu vois, de toute façon c'est la pêche, on rigole. Il y a de la bonne humeur, je suis désolée les téléspectateurs, mais il faut venir ici pour goûter à cette ambiance. Alors aujourd'hui, tu nous as préparé quoi? Du chicken samoli shawarma. Du chicken samoli shawarma. Il y a beaucoup de japonais ici. Les gars, s'il vous plaît, il y a beaucoup de japonais. Sur le plateau, il y a beaucoup de japonais. Chicken samoli shawarma. C'est tout de suite.
Alors, comme on vient de le voir, le chicken samoli shawarma, c'est un plat, on va dire, libanais. Donc, on prend ça à la place du shawarma qu'on achète dans les fast-foods avec du pain arabe. Celui-là, on fait ça avec du samoli. C'est la pâte qui s'appelle samoli. Voilà, c'est la pâte qui s'appelle samoli. Maintenant, c'est un plat vraiment, on fait avec du poulet. Cette fois-ci, c'est avec du poulet, mais on peut prendre de la viande hachée, tout ça. Maintenant, il faut assaisonner à son goût. Il y en a qui mettent des chilis, paprika, d'autres qui ne mettent pas, poivre, sel simplement. Donc, c'est vraiment, tu mets ça à ton goût. Et maintenant, tu mets la pâte crue, tu mets dedans ce que tu as assaisonné. Donc, la farce. Voilà. Tu mets ça, après, tu mets ça au four pendant 15 à 20 minutes. C'est une recette rapide. Voilà, très rapide. Et est-ce que c'est possible de faire cette recette-là sans un four? Pour ceux qui n'ont pas de four, cette fois-ci, malheureusement, on ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Ok, très bien. Il faut nécessairement un four pour pouvoir faire cette recette. Donc, tu disais que la pâte s'appelle samoli. Honnêtement, je pensais que c'était une pâte brisée ou pâte, comment on appelle ça, feuilletée. Non, mais on peut mettre une pâte feuilletée à la place. Ah, très bien. On peut acheter une pâte feuilletée à la place et c'est plus facile et on gagne encore plus de temps. Oui, d'accord. Parce qu'on ne prend pas le temps de préparer la pâte et tout ça. Très bien. J'avoue que ça donne envie, même le fait de voir ces vidéos. Alassane, tu n'as pas envie de manger son chicken tamoli shawarma? Je suis en train déjà de voir comment je vais avoir donc, une bonne portion. Tu es gourmand. Bah, j'avoue que de toute façon, lui, il est gourmand. Donnez de la nourriture à Alassane, il va être votre meilleur ami. Sénégalais, Sénégalaises, merci d'avoir suivi cette émission Good Morning Sénégal, en compagnie donc de nos Alassane et El Hassan. C'était juste sublime aujourd'hui, en beauté, beaucoup de fou rire. Merci, un grand merci aux caméramans de Time for Africa, mes petits amours, mes petits bébés, Prince, Mort, Mar et le tout petit Mohamed. Merci les gars, merci. Sans vous, l'émission ne peut pas être là. On se dit à la semaine prochaine. Merci.